La gang! Je suis tellement excitée de vous annoncer ça parce qu'on est rendu là. J'ai un Patreon maintenant. Oh my God, que je suis contente d'être rendu là, la gang. Vous voulez être mon Patreon, croyez-moi, parce que j'ai beaucoup d'épisodes d'avance. Le Patreon, il y a plusieurs différents échelons. En ce moment, il y a 4 échelons. Je ne vais pas trop vous les décrire parce que ça risque de changer, mais en gros, dépendamment des échelons, ça vous donne accès aux épisodes bien d'avance. Ça vous donne accès à des épisodes hors série, des épisodes qui vont jamais sortir nulle part parce que ça va nous mettre dans la merde, entre autres. J'ai aussi prévu de faire des épisodes plus éducatifs, que ça soit BDSM, 101, sexe. J'ai plein d'idées avec ça. Maintenant, en plus, sur Patreon, tu peux faire des lives. Fait que ça se peut, je commence à faire des lives au mois, aux 2 semaines. Il y a plein d'options avec ça. Puis il y a aussi des échelons qui te donnent accès gratuitement, si tu le veux, à mon fait que tu veux vraiment t'inscrire au Patreon, allez voir sur la page, vous allez voir les différents échelons, celui qui vous convient. Puis on se rejoint sur Patreon, la gang, j'en reviens pas. Si vous en avez jamais assez de filles de joie, c'est là que vous voulez être parce qu'il y a du stock, il y a du contenu, puis il y a plein d'affaires exclusives. On se voit sur Patreon, la gang. Ah! Bonjour et bienvenue à Filles de joie, le premier podcast au Québec. Aujourd'hui, ma fille de joie invitée, Mélanie Trudel. Hello, hello! Merci d'être descendue de Québec pour faire mon show. T'es vraiment fine. Ben là, merci à toi de m'avoir invité, premièrement. Puis au nombre de fois que t'es venue à mon show de radio, je pense que c'était mon tour. C'est ton tour. Moi, ouais, c'est ça. Tu viens à Montréal, moi je vais à Québec, ton show, tu viens à Montréal, mon show, voilà. C'est malade. J'avais assez hâte de t'avoir comme fille de joie invitée. T'as été fucking parfaite. Hey, merci. Puis t'es tellement adaptable aussi à plein de genres d'invités. Tu sais, j'aurais pu. C'est ça qui est cool avec toi, c'est que t'es vraiment une co-animatrice bonbon. J'aurais pu te mettre avec n'importe qui, ça aurait fité. Ça, c'est quand même rare. Est-ce que tu veux te présenter pour les gens qui te connaissent pas? Bien sûr, Mélanie Trudel, la sexploratrice, animatrice de mon émission tous les soirs sur la zone de choix 98.1 à Québec. Et créatrice de connexion. Donc, je match du monde, je match des couples avec Go See You et son univers Olé. Puis, oui. c'est ça. Si vous la connaissez pas, c'est vraiment une personne à découvrir. Tout ce qu'elle fait est fucking bon. En gros, là, je m'excuse de te vanter à côté de toi, là, mais j'adore tout ce que tu fais, sa personnalité. Je trouve qu'on anime bien ensemble, on co-anime bien. On a toujours du plaisir. Ça s'est vraiment bien passé. T'es la bienvenue n'importe quand, sache-le. Hey, dis-moi pas ça. Notre invité aujourd'hui, Éric Falardeau. Éric Falardeau, si vous avez écouté le docu-série dans lequel j'étais récemment, qui s'appelle Sex Inc., vous allez le voir aussi dans le show. C'est comme ça que je l'ai découvert. C'est comme ça que je l'ai rencontré parce qu'on a été faire la promotion de ce docu-série-là ensemble à Radio-Canada, au show de Penelope McQuaid. Puis on a vraiment cliqué ensemble, tu sais, dans l'attente de faire l'entrevue. Puis après, on jasait. Puis j'étais comme, c'est tellement pertinent. Donne-moi ta carte d'affaires. Je te veux sur mon show. Parce que ce gars-là, en gros, c'est un prof à l'université. C'est un cinéaste. C'est un musicien. Et il est spécialisé dans les thèmes du gore, de l'horreur, des fluides corporels et de la pornographie, ce qui est vraiment pertinent parce que c'est un érudit de pornographie. Ça peut sonner weird comme ça, mais du côté académique, là, tu sais, il s'y connaît tellement, on dirait qu'on pouvait y poser n'importe quelle question. Vraiment. Puis elle avoir une réponse tellement pertinente. Tellement une belle personne, tellement sympathique. Puis, ouais, vraiment, il maîtrise son sujet. Ben, il est prof, hein. Fait que, c'est ça qui est cool. C'est un bon vulgarisateur. Tu sais, on a parlé de tout, là, que ça soit du cinéma gore, de son film, Thanatomorphose, tu sais, de la pornographie à tous les niveaux, que ça soit dans le temps bleu. On a passé de Bleu Nuit à OnlyFans, OK, là. C'est un épisode hyper intéressant à écouter. Il y a tellement de faits cocasses là-dedans. On a parlé de tout ce qui a rapport avec ces sujets-là. On aurait pu continuer vraiment longtemps, mais on a abusé de son temps. Fait qu'on a décidé de couper court. C'est un épisode feel good qui est plein d'informations vraiment cool de savoir sur notre métier. À vous, hein? On va le réinviter parce que j'ai encore plein de questions pour lui. Fait qu'on s'en va à l'épisode, tout le monde. Ce podcast est une présentation de Eros et compagnie. Merci, mes choux, à Eros. Code promo, Filles de joie 15, filles avec un S. Et on s'en va à l'épisode. Éric Falardeau! Hey, salut, ça va? Bienvenue à Filles de joie! Très heureux d'être là avec vous. On s'est rencontrés parce qu'on était dans la même docu-série
Oui, effectivement. Puis ensuite de ça, on a partagé une entrevue ensemble avec Pénélope. Exact. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui, oui. Puis on a cliqué tout de suite. Fait que j'avais hâte de te recevoir. C'est à cause de mon livre. J'avais La Bacchanale du vrai d'André Moreau et je pense que ça t'a parlé tout de suite. Oui, il est arrivé avec son livre, là, gros comme un dictionnaire. C'était impressionnant. Ça fait très érudit. Ça fait très prof d'université par hasard. Oh oui, mais quand même. Je fais ça aussi dans la vie. Donc, mais quand même, oui, dans ce cas-là, j'avais de l'air un petit peu plus intelligent que je suis. Est-ce que tu voudrais te présenter pour les gens? Bien, certainement. Donc, Éric Falardeau, comme tu l'as dit tout à l'heure, aucun lien de parenté avec tous les Falardeaux du milieu, parce que c'est la deuxième question qu'on me pose habituellement. Sinon, je suis cinéaste. Oui, je suis professeur à l'université, chargé de cours. Je suis auteur, je suis musicien. Je suis toutes sortes de choses comme ça. Oui. Et l'un de mes sujets de prédilection est le cinéma pornographique, entre autres choses. La description que j'ai trouvée sur toi, je trouvais ça bon. Oh boy. C'est cinéaste, auteur, chercheur québécois, reconnu pour son exploration des thèmes du gore, de la pornographie et des fluides corporels dans le cinéma. Je trouve fascinant parce que j'ai jamais entendu cette spécialisation-là particulière. Et je sais pas trop, je pense à ma mère, j'en parlais hier, elle était comme... Fluide, comme quel fluide? T'sais, on dirait que tout y passait dans la tête. On dirait qu'elle s'inventait des fluides dans sa tête à ce moment-là. Je pense que c'est tous les fluides. C'est ça, ça va être très fluide. Ça va être liquéfié, ce podcast-là, aujourd'hui. Parce que justement, tu touches à toutes sortes de choses qui, peut-être pour une oreille néophyte, peut-être ont pas trop de corrélation ensemble, mais en ont vraiment beaucoup. Là, nous, on a été... victime de ton film. C'est pas le bon mot, là. Mais tu veux-tu parler de ton expérience? Non, écoute, moi, c'est la première fois que je voyais un film gore, si on veut, là, dans ce style-là. Mais Thanatomorphose qu'on parle en oui, passant, Thanatomorphose, en fait. Puis, bravo, premièrement, pour les prix que tu as gagnés en lien avec ce film-là, d'ailleurs. Ah oui, mais merci beaucoup. Oui, ça a énormément... Ça tourne encore, en fait. On vient de sortir une édition en Allemagne récemment. Le film garde quand même un peu plus de 10 ans. Là, donc, oui, effectivement, on a beaucoup tourné puis ça a continué à rouler. Et moi, je suis le premier surpris. Hein. Je suis vraiment le premier surpris de tout ça parce que je trouve que c'est un film qui veut pas se faire aimer. On va dire ça comme ça. OK. C'est de là le mot victime. C'est parce que on a parlé de la même scène, puis c'est rien. Dès le début, oui. on peut se parler de oui, allez-y. En fait, de toute façon, il y a des synopsis en ligne. On peut voir... mais c'est l'histoire d'une fille qui se met à décomposer. Là. C'est plus que ça, là, mais c'est ça, la prémisse de base. Je dirais que ça prend un bon 20 minutes avant qu'on voie du linge aussi, faut le dire. Oui, mais ça, c'est très drôle parce que, en fait, l'un des plans que j'avais derrière la tête en faisant le film, je me suis dit, dans notre quotidien, là, la première scène, c'est une scène de sexe, puis après ça, les gens sont dans l'appartement. Je veux dire, je me mets pas des bobettes quand je m'en vais après ça aux toilettes, après avoir fait de l'amour. Après, quand je me recouche, je me rhabille pas. Je me mets à pourrir d'un matin. Je commencerai pas à penser à m'habiller avec une brassière et des bobettes. Tu sais, je veux dire. Donc, pour moi, l'important, quand je faisais ça, c'était pas une dimension voyeuriste, c'était juste... on va être logique à ce qu'on fait. Ça va être naturel. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il y avait cet aspect-là. C'est ça. C'est ce qu'on voit pas dans plusieurs genres de films aussi. Là, ils vont les mettre en sous-vêtements, même si qui remet sa brassière après avoir une relation sexuelle? Toi? Non. Carrément. Non. C'est ça. Moi non plus. Puis la scène en question là, qui nous a dès le départ, c'est les ongles. Là, oui, c'est ça, les ongles. Oui, les ongles. C'est ça, on dirait que c'est quelque chose qui vient vraiment chercher le monde. Les ongles qui tombent si facilement, là, ça met... Tu doutes où ça s'en va, ça, à ce moment-là. Puis c'est rien à côté de toute la suite d'événements qui se produit, puis même relations sexuelles, même en état de... décomposition. Décomposition avancée. Tabarouettement avancé, même. C'est tellement bien fait. Non, vraiment, c'est vraiment bien fait. Puis je sais qu'à un certain moment, en fait, premièrement, ça doit pas être évident de tourner. Tu sais, les films, on sait, parfois, il y a des scènes, mettons, de la fin qui sont tournées au début, tout ça. J'imagine que ça a été tourné en ordre chronologique. Parce qu'elle avait plus d'ongles. C'est parce qu'elle tu sais, je veux dire, chaque fois que vous tournez, il faut quand même recommencer les effets spéciaux sur elle qui... 2 minutes après, tu vois les contusions, mettons, plus grosses sur le corps, les bleus qui évoluent. Puis, tu sais, ça... Vraiment, là, ça s'aggrave. C'est un huis clos, donc pour nous, on avait un lieu de tournage, donc c'était facile de tourner en chronologie. Parce qu'on n'avait pas besoin de se déplacer à plein d'endroits. Souvent, il y a ça qui joue quand on tourne de façon non chronologique, c'est la disponibilité des lieux, des comédiens, tandis que là, on était dans un lieu spécifique avec
pas beaucoup de comédiens, essentiellement la comédienne principale. Donc, pour nous, on s'est dit, on va tourner en chronologie parce que d'une part, c'est plus simple pour la continuité. Donc, pour les effets spéciaux, à chaque jour, refaire le make-up et être un peu plus loin dans le processus. C'est facile à retenir. Ensuite, pour l'appartement, parce qu'on commençait à nettoyer ça chaque soir puis à faire la même chose le lendemain, ça devenait compliqué, donc le lieu de tournage. Puis ensuite de ça, pour la comédienne aussi, parce que la comédienne, elle devait se plonger dans un état émotif. Puis on s'est dit avec elle, au début, quand on travaillait en pré-production, on s'est dit, pour toi, pour que tu puisses vraiment être capable de vivre, un moment donné, de te mettre vraiment dans la peau, dans la tête de ce personnage-là. Puis tu as un jeu qui est très, très physique, tu parles peu. Puis le corps, à un moment donné, quand il est fatigué, il y a de la misère. Tu sais, on peut pas jouer certaines affaires. Le corps est naturellement réagi de certaines façons. Fait qu'on va le pousser, ça. Donc, on s'est entendu là-dessus. Ça a l'air un peu cruel comme ça, mais c'était tout dans le consentement, avant qu'on parle de consentement. Mais oui, c'était tout planifié, puis ça nous a permis de faire ça. Puis je pense que étant donné qu'on est un film indépendant, autoproduit, on n'aurait pas pu le faire autrement parce que ça aurait été trop coûteux puis ça a été trop compliqué. Tu sais. Quelle bonne comédienne en plus de ça. Là. C'était vraiment impressionnant. C'est impossible de décrocher de ce film-là. C'est perturbant dans... Mais moi, j'avoue qu'il y a des bouts que j'ai avancé un peu. Moi, je suis vraiment fragile. Trop pour toi. Je suis vraiment fragile. Puis, c'est pas du tout le type de film. L'horreur, là, normalement, j'en écoute pas tant. Là, donc, OK. Mais là, ça piquait ma curiosité. Puis en même temps, j'étais comme, oh mon Dieu. Mais je savais que c'était des effets spéciaux. C'est bien ça le pire. Je le sais là, que c'est des effets spéciaux. Mais c'était vraiment, vraiment bien fait. Merci. Puis, je sais qu'il y a... Il me semble que j'ai lu ou j'ai entendu à un certain moment, parce que on a fait un petit peu de recherche sur toi, évidemment, mais à un certain moment, je pense que vous avez eu un problème avec la tête. C'est-tu quand elle donnait des coups de... Ah oui, quand il y a des coups de marteau sur la tête, oui, on a eu des problèmes. Il a fallu trouver une façon de le faire autrement. En fait, de mélanger la fausse tête qu'on avait fabriquée avec du make-up de comédien parce qu'on s'est rendu compte que la fausse tête nous permettait pas. En fait, elle était censée d'ouvrir puis de gicler le sang, puis ça reste quand même des maquillages, c'est une prothèse, c'est pas une prothèse, mais là, c'était une fausse tête. Puis finalement, la coque avait été un petit peu trop dure en dessous pour qu'elle supporte le truc, fait qu'on n'arrivait pas à la péter. C'était à peu près ça. Puis, fait qu'on a décidé En fait, notre technicien d'effets spéciaux sur le plateau, David Scherer, a fait comme « Hey, mais si on prend le comédien, on le maquille, puis on fait des close-up, on change les types de plans. » Puis c'est un peu comme ça, là. On a discuté, puis en réalisation, là, ça, j'aime beaucoup ça. Quand on travaille avec des gens qui travaillent dans la technique, mais qui ont une conscience du résultat final, parce que c'est une question de montage, d'ajout de son, de toutes sortes de trucs. Là. Comme toutes sortes de types de cinéma. Là. Tout à l'heure, j'imagine qu'on va parler de Thing from the Lake, là, mais c'est un peu le même principe. C'est toujours ce genre de choses-là. Puis fait que c'est comme ça, oui, on avait des problèmes, mais ça, c'est la beauté de faire toutes sortes de projets artistiques, là, que ce soit ici, un problème avec le décor, un problème avec la caméra, un problème avec le son, que ce soit dans n'importe quel milieu. Comme, moi, je trouve que l'une des choses les plus stimulantes, c'est d'avoir à réagir, ben oui, puis à improviser, puis à être créatif dans ce qui t'arrive. Puis si t'es pas capable de faire ça, je veux dire, c'est difficile. Puis c'est là que ça fait souvent des histoires d'horreur qu'on entend, là, des despotes qui se mettent à crier après le monde, puis des niaiseries comme ça là, qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Oui. Le gore, là, en cinéma, comment tu décrirais ça? Mettons dans un cours à l'université. Là. Je ferais pas ça comme ça. En fait, je le ferais comme je le ferais à l'université parce que c'est assez simple, en fait. Okay. C'est un sous-genre du cinéma d'horreur qui insiste sur la représentation vraiment concrète et sans filtre des sévices corporels ou de tout ce qui peut arriver au corps. Donc, tu sais, au lieu de faire hors champ un bras qui est coupé, ben là, tu le montres, le bras qui se fait couper. C'est aussi simple que ça. Après ça, tu as deux types de gore. Tu as celui qui est beaucoup plus humoristique puis amusant. Mettons, tu sais, du Evil Dead. Pas tous les Evil Dead, mais certains Evil Dead. Ou Turbo Kid, ici au Québec, avec Roadkill Superstar. Tu sais, là, ça gicle puis c'est drôle. Là, tu sais, ça refrise à toutes sortes de couleurs. Puis tu as celui qui est vraiment un peu plus, peut-être intense, comme mon film, où que là, on s'attarde vraiment on n'est pas dans la dimension festive. On est vraiment dans cette exploration-là de la douleur puis de tout ce que ça peut apporter. Là, OK. Je suis quand même assez débutante dans ce genre-là. Je me demande, Décadence, là, ça se place où dans ce spectre? Ben, il le mettrait dans le gore, puis il le mettrait aussi dans... C'est parce que là, après ça, il y a toutes sortes d'appellations, et c'est très, très drôle, parce que l'une des choses qu'on reproche souvent à certains types de films gore, c'est... En fait, il y a une expression qui est apparue il y a longtemps, mais qu'on a ressuscité dans les années 2000 avec Hostel et ça, qui est l'expression torture porn. OK. Parce que justement, on se dit, ben, tu sais, c'est gratuit.
Puis l'idée, c'est juste de montrer du monde qui souffre pendant 1h30 de temps. Et je trouve ça très drôle, justement. Puis c'est quand on fait le pont entre pornographie et cinéma d'horreur, tu sais, c'est cette idée-là de gratuité dans ce qu'on montre et de plaisir dans quelque chose qui ne devrait pas être plaisant. Puis je trouve que, justement, quand on parle de morale, quand on parle de regard un peu jugement. Là, j'ai juste l'expression anglaise comme judgmental. Ouais, je sais pas comment dire donc, un regard moralisateur, un regard plein de jugement. Ben là, on le voit tout de suite. Là, on associe deux genres qui ont des parallèles, oui, dans la façon de montrer les choses parce qu'ils sont monstratifs. L'idée, c'est de montrer. Ouais. Tu regardes la pornographie, tu veux pas qu'on filme le mur pendant que les gens couchent ensemble. Sinon, tu vas écouter un film érotique ou tu vas écouter un autre type de film. Là, je veux dire, on s'entend. Puis ça n'enlève rien à la pornographie qu'on montre ça parce que c'est comme son rôle de nous montrer ça. Exact. Et ça m'a fait avec le cinéma d'horreur. Donc là, on tombe dans autre chose qui fait en sorte que tu fais comme d'associer finalement quelque chose de déplaisant et de problématique en joignant deux genres, c'est vraiment tout un bagage qu'on a de perception qui est faux. Mais en tout cas, bref, pour te dire que pour beaucoup de gens, ça, c'est de la torture porn. Et c'est vraiment, moi, j'ai jailli ce terme-là. Je trouve que ça manque de porn dans Décadence, personnellement. Manque de porn, puis tu sais, je veux dire, comme la pornographie n'est pas gratuite. Voilà. Oui, OK. Est-ce que le gore ou la pornographie est arrivé en premier dans tes intérêts académiques, disons? Ben moi, je suis un enfant des années 80. Tu sais, je suis né... j'ai pas de l'air de ça. Je suis plus vieux que mon... J'ai l'air plus vieux que mon âge. Là. Okay. Ou peut-être, vous allez me dire que j'ai de l'air plus vieux. C'est moi dans ma tête qui me raconte que j'ai de l'air plus jeune. T'as l'air plus jeune, je te ça confirme. Se peut. OK, parce que justement, j'ai cru comprendre qu'on avait le même âge. Là, on va arrêter de dire les années. Parce que... pour le monde qui écoute audio. Je te dirais que c'est arrivé en même temps, puis de deux façons, en fait. D'une part, le cinéma que je voyais qui était loué puis que je pouvais voir comme Massacre à tronçonneuse, des trucs comme ça, des affaires assez rapidement que j'ai vues très très jeune, des films d'horreur italiens comme Suspiria d'Dario Argento qui jouaient à super écran. Et à super écran, il y avait aussi de la pornographie le soir. Mais je dirais que c'est pas, j'en ai vu à cette même époque-là, mais ce qui m'a marqué, c'est pas tant super écran et la pornographie que Bleu Nuit. Bleu Nuit, j'ai plein de questions sur Bleu Nuit. J'ai vu ça. Bien raide. Voilà. Oui, tu as analysé le sujet beaucoup de Bleu Nuit. Je sais que Bleu Nuit a marqué énormément le Québec. Ça vient d'où, Bleu Nuit? C'est, en partant, là. Oui. C'est parce qu'il n'y a pas de... oui, il y a des choses qui existaient ailleurs, en fait. Lorsqu'ils ont créé la chaîne de TQS à l'époque, ils ont voulu avoir un programme de soirée destiné aux adultes. Ils ont essayé d'un truc d'horreur aussi qui n'a pas marché, là, mais... Puis ils se sont dit, on va calquer un petit peu le modèle français. Il y avait un modèle de film érotico le vendredi soir, je me souviens plus quand. Puis même du côté anglophone, ici, Ontario, il y avait Midnight Blue là, qui jouait dans le nord des États-Unis aussi. Puis bon, quand Guy Fournier est arrivé, il a dit, nous autres, on voudrait comme avoir un programme de films, puis on va mettre ça le soir. Au début, c'était des films érotiques, mais très, très d'auteur. C'était du Bertrand Blier, des films français, mais un peu plus... aujourd'hui, qu'on considère justement du cinéma d'auteur, qui n'est pas nécessairement associé directement à ce que les gens ont Bleu Nuit. Parce que quand tu parles de Bleu Nuit, aujourd'hui, les gens pensent aux années 90. Puis là, c'est le cinéma américain. Tu sais, celui Skin Max avec tu sais, justement les éclairages bleutés, les filles qui dansent derrière des volets. Puis, tu sais, comme ça, c'est on est loin de ça, là, tu sais. Fait qu'au début, c'était vraiment plus un programme avec beaucoup de films européens. Donc, c'était un autre niveau. Pas que, moi, j'adore les Skin Max. Fait que pour moi, c'est pas un niveau de qualité. Quand je dis ça, c'est juste quelque chose de totalement différent de ce qui a été associé par la suite à Bleu Nuit. Puis bon, au début, c'était une fois par mois. Puis après ça pognait. Fait qu'ils ont commencé à essayer le samedi. Ça a pogné, là. Tout le monde connaît Bleu Nuit, à moins que tu aies 18 ans. Tu connais-tu ça, Bleu Nuit, Mano? Mais c'est jusqu'à quand, Bleu Nuit? Ça Ça a terminé, je me souviens bien, là, ça fait un petit bout qu'on a écrit le livre, en 2007. Ça a duré comme 21 ans à peu près. Ça a commencé en 86. En fait, moi, ce que j'adore faire comme joke, là, c'est il y a deux programmes de cinéma généraliste au Québec qui ont marqué les générations et qui ont joué aussi longtemps. C'est Bleu Nuit puis Ciné Cadeau. J'allais dire. Oui. J'allais dire la petite vrai. vie, je sais pas pourquoi. Mais je suis sûre qu'il y avait les mêmes codes d'écoute. Là. Oui, c'est pareil. En même temps, vous savez qu'il y avait un film pornographique qui a essayé d'être fait, une parodie de La Petite Vie dans les années 90, qui s'appelait La Petite Vite. Ça dit quelque chose. Et ça a été poursuivi. Puis en fait, ils ont détruit le matériel parce qu'ils ont perdu en cours pour le niveau des droits et tout ça. Mais il y a un article dans le Journal de Montréal de l'époque avec un two-pager. C'est quand même assez très, très drôle. Donc, La Petite Vite. Je pense que ça voulait vraiment être intellectuel un petit peu. Ça faisait ou précis d'histoire érotique. Je me souviens plus trop exactement. Mais c'est con parce que tu sais, tous les films, on parle de Pirates des Caraïbes à Harry Potter, il y a toute une version porn de ces affaires-là. Pourquoi La Petite Vite, ça n'a pas passé? Je sais pas. Je sais pas. Puis pourtant, en plus, tu sais, je veux dire, c'est le
quand la pornographie décide d'une parodie de ton produit culturel, c'est que ça veut dire que tu as vraiment un impact important dans la culture. Puis je veux dire, d'un matin, on ferait une parodie d'un de mes films, je serais le plus heureux au monde. Ça, c'est comme, j'ai réussi de quoi, je pense. Exactement. Ou, tu sais, puis on dirait qu'il y a de quoi à faire. Puis c'est sûr que là, je parle de mon œil de créatrice de porn, tu sais. Mais le lit debout, là. Ben oui, clairement. Il y a de quoi à faire, clairement. La voiture aussi. C'est comme il n'y a plus de gravité, là, dans... Wow! Tout est exploité. Oh, il y a vraiment quelque chose, là. Puis les personnages aussi, veulent pas. Bon, là, il y aurait du faux ceste, là, mais... oui, c'est ça. mais par-delà cela, il y a vraiment tout un univers, qui serait le fun à parodier, tu sais. Mais bon, voilà l'histoire... Donc, si quelqu'un qui écoute le podcast a peut-être... on a détruit les éléments à ce qui paraît, mais si vous avez quelque chose, faites-moi signe, parce que je travaille sur l'histoire de la pornographie québécoise beaucoup, puis justement, c'est un enjeu majeur d'avoir accès à des films d'une certaine époque. Ça doit, hein? Je t'avais entendu justement quand on était à la radio, je me souviens plus trop quel VHS que tu disais, si vous avez réussi à mettre la main là-dessus. Ouais, putain de chômage. Oui, c'est ça. Puis c'est drôle, en parlant de Bleu Nuit, là, moi, ça m'a marqué. Puis là, maintenant que tu as dit les âges, je me rends compte à quel point que j'étais jeune quand je regardais ça n'avait pas de sens. Bleu Nuit m'a appris que sur la manette, il y a une fonction previous, là. C'est comme, tu pèses en une touche, ça te ramène sur la chaîne que t'étais dessus avant. C'est à cause de Bleu Nuit que je connais ça. J'écoutais ça à 3 de volume, là, tu sais. Ah, c'est trop drôle. Mais ça m'a tellement marqué. Tu sais, il y a du monde que c'est le magazine Sears ou whatever. Moi, c'est ça qui m'a marqué. Puis je me souviens pas combien de fois j'ai écouté ça, mais il y a un melon d'eau qui m'a marqué comme ça avait pas de sens. Tu sais, ça prend comme 2h30 avant de voir un mamelon, là, tu sais. Puis on dirait que le build-up de ça... J'ai jamais été excitée de même de ma vie, là. Puis aujourd'hui, j'en ai vu des affaires, là. Puis rien qui m'a excitée comme ça dans ma vie. Je pense que c'est là que j'ai su que j'aimais les femmes, tu sais. Le maudit melon d'eau m'a marqué, là. Eh, mon Dieu, elle se frottait ça partout, là. Ça prend 2h30 avant qu'elle se rende à son pubis. Bleu Nuit? Non, le melon. OK, ben ça, c'est une des scènes que moi, je suis tombée dessus une journée que ma mère, elle dormait tôt, tu sais. C'est tellement que c'était, là. Mais je peux pas imaginer ce que ça a fait au petit gars, tu sais. Aux petites filles, à tout le monde, en fait. Je pense qu'il y a vraiment comme... Encore une fois, tu sais, il faut se mettre... L'Internet n'était pas là. Tu sais, je rentre en 87. T'en as pas d'Internet, là. Justement, t'as le magazine Sears. Tu peux peut-être tomber sur les revues cochonnes de ton père, probablement quelque part. Des cassettes VHS. Là, t'arrives à quelque part, puis ne soyons pas dupes. Je veux dire, Guy Fournier était conscient que les gens qui écoutaient Bleu Nuit le soir, probablement que c'était pas des gens qui avaient une sexualité adulte parce qu'ils faisaient bien d'autres choses à Bleu Nuit. Là. Ils n'écoutaient pas Bleu Nuit. Là. Ben, le vie. Là. Donc, ça doutait bien que c'était des ados, des jeunes adultes ou quoi que ce soit. Puis, quand tu y penses aussi, c'est justement ce rapport-là à l'interdit, on pensait tous que nos parents ne le savaient pas. Ils savaient bien tous qu'à minuit, si tu étais encore réveillé, tu changeais de poste quand tu entendais un bruit. Je veux dire, ils sont pas débiles. Là. Je veux dire, ils savaient tout ce qu'on regardait et ce qu'on faisait. Fait qu'il y avait quand même quelque chose d'assez d'important au niveau culturel puis au niveau justement de la découverte de la sexualité. Puis quand on parle justement du cinéma Skin Max des années 90, par exemple, qui est le cinéma qu'on associe davantage à Bleu Nuit, que je disais tout à l'heure, avec les éclairages bleus, roses, puis cette idée-là de softcore avec la musique qui parle, puis le monde a l'air de zigner dans le vide. Là. Mais ce cinéma-là était vraiment pensé à travers la télévision à non pas un public masculin nécessairement, c'était un public de couple qu'ils avaient en tête. Donc déjà, ils avaient en tête le public féminin. Puis pourquoi je pense que ça a parlé aussi à des filles? C'est parce qu'à un moment donné, tu recrutais ces films-là, puis c'était filmé d'une façon... On avait des corps masculins objectifiés, des corps féminins objectifiés. On avait un mélange de tout ça ensemble. Tout le monde y trouvait son compte. Puis le but aussi, c'était comme, si tu es avec quelqu'un, ben ça te part un peu. Fait que tout le monde est heureux. Puis si t'es pas avec personne, ben, tu découvres quelque chose et c'est présenté de façon, généralement, je dirais, de façon positive, même si aujourd'hui, on dirait que c'est des clichés représentatifs datés, oui, mais il faut se mettre encore à l'époque, là, il faut revenir en arrière, puis c'était quand même quelque chose qui était vraiment voulu de façon, positive. C'était l'idée d'avoir une positivité dans la sexualité qui était importante, puis on l'oublie, cette affaire-là, c'est souvent ça qui arrive quand on regarde l'histoire des représentations cinématographiques de la sexualité, puis même de la pornographie, c'est que on pense aux derniers 5 ans, 10 ans, même pas. Là, on va pas à l'arrière. Je veux dire, on réinvente rien. Ça ne pas aujourd'hui, Bleu Nuit. Là, c'est trop... c'est pas assez je sais pas, auprès de notre laps d'attention. Ils ont essayé de le ramener avec Bleu Nuit 2, Surprise 2. Ça n'a pas élevé. Il y a des pays dans le monde où il y a encore des programmes style Bleu Nuit, en Italie, au Mexique, des fois le soir. Mais c'est sûr que dans l'offre érotique
contemporaine. Et puis, on n'a même pas besoin de parler de pornographie. Je veux dire, tu te mets le soir, t'écoutes, je sais pas moi, t'écoutais Minuit le soir, là. Pas Minuit le soir, mais maintenant. Oui, Minuit le soir, t'avais des scènes de sexe quasiment dignes de Bleu Nuit à un moment donné. Tu sais, je veux dire, fait que, bon, pourquoi écouter Bleu Nuit? Il est 8 h le soir, à 1 heure de grande écoute. On est ailleurs, là. Fait que la représentation de la sexualité était décloisonnée, puis en la décloisonnant, puis en la rendant à quelque part relativement acceptable, on a aussi un peu. On n'avait plus besoin de certaines choses. C'est un peu mort. Bon, moi, j'étais encore. Ces films-là, je ne trippe encore, là, mais pour Monsieur, Madame, tout le monde, t'écoutes ça, puis c'est pénible, là, c'est long, puis. Il se passe rien, puis justement, là, c'est long, ça va-tu conclure? C'est ça, il y a un build-up de fou qu'on n'a plus aujourd'hui dans la pointe moderne. Puis ce qui est fascinant, puis là, on va en perdre une méchante gang à ce moment-ci. Maintenant que je vais dire ça, j'ose quasiment pas le dire. Bleu Nuit est sur YouTube, hein? Oui, il y a beaucoup de. Il y a des films de Bleu Nuit sur YouTube. Du Bleu Nuit sur YouTube. J'ai découvert ça parce que mon meilleur ami, Jack Leblanc, qui est un YouTuber, vient de se faire démonétiser sa chaîne au complet, vient d'avoir 100 000 abonnés, s'est fait démonétiser pour toujours, pour toutes ses vidéos, parce que son contenu est trop controversé. Puis lui, justement, qui est un énorme fan de Bleu Nuit, dit « Ça fait aucun esti de sens que moi, je sois démonétisé quand il y a du Bleu Nuit sur YouTube, puis il y a des affaires vraiment pires que ça. » C'est là, ça fait comme 12 ans que c'est là, c'est un vidéo en particulier, qui est juste comme... C'est comme un enregistrement de la télé. Il y a des affaires avant, il y a des affaires après. Mais il y a le gros Bleu Nuit dans le milieu. Puis ça, sur YouTube, c'est nice. Puis j'ai vu les scènes, là, c'est du graphique, là, le plus graphique que Bleu Nuit peut être. Là, il l'a là-dedans. Là. C'est choquant des fois quand on se rend compte de la censure des réseaux sociaux. Puis ça, c'est correct. La censure des réseaux sociaux qui tombent là-dessus pour X raisons, puis qui ont décidé que la censure après ça de gens qui se plaignent. Tu viens de voir ça. Si tu voulais pas le regarder, regarde-les pas. Puis, exact. Encore une fois, toi, comme spectateur, tu as le choix. Ça, c'est quelque chose que je trouve par rapport à mon film, par exemple, on parlait d'Anatomorphose. Moi, ça me dérange pas quelqu'un qui se lève, qui sort. C'est pas pour moi. Je décide en tant que spectateur que c'est pas pour moi. Mais par contre, j'enlèverais pas non pas le plaisir, mais la liberté de quelqu'un de voir certaines choses parce que moi, ça me convient pas. Exact. C'est là que je trouve qu'il est problématique souvent quand on parle à la fois... en fait, de tout ce qui est un peu en marge. Là. De tout ce qui est comme... que ce soit, on parle de cinéma d'horreur, mais on parle encore une fois on peut parler de cinéma pornographique. Je veux dire, c'est pas parce que toi, plein de raisons, c'est quelque chose qui te pose problème, que tu ne veux pas voir, qu'il n'y a pas des adultes à quelque part qui, pour eux, pour plein de raisons, sont capables de rentrer en relation avec ce type de production-là. Puis, très bien dit. Fait que, tu sais, je veux dire, toi, regarde pas. Comme pivotant, puis tu as le choix de le faire. Tu sais, ta TV, il y a quelque chose qui passe à ta TV, tu n'as pas le goût. Change de poste. Y a-tu assez de choix? C'est ça, exactement. C'est la même chose pour mon podcast, si vous ne voulez pas le voir. Mais partez pas écouter Bleu Nuit, la gang. Là. Il va être là plus tard, Bleu Nuit. Là. On a des, tu veux pas ces statistiques parce que je suis là, parce que je vais... c'est ça, on fait juste se réchauffer. J'en ai des questions pour le monsieur. Parce qu'il est cool au bout. Puis, dans notre entrevue à Pénélope McCoy, justement, Pénélope m'avait posé une question à moi que j'ai envie de te poser à toi, puis tu me dis si j'exagère. Parce que je trouve ça quand même fascinant, parce que justement, tu t'es spécialisé en pornographie. C'est quoi ton premier contact avec la pornographie? Est-ce que tu t'en souviens? Moi, je me souviens d'être passé à un moment donné en sortant de la toilette quand j'étais jeune, dans le salon. Je suis pas mal certain que c'est mon père et quelques-uns de mes oncles qui écoutaient un film porno. Ensemble? Ouais. OK! Puis je pense que c'est ça mon premier souvenir de quelque chose. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Quand on est enfant, on a tendance à s'inventer des histoires. Là. Puis de toute façon, à ce qui paraît, dans ce temps-là, je faisais de l'insomnie. À un moment donné, j'étais arrivé puis je faisais Tarzan Grey Stroke à 3 h du matin. J'écoutais du... Ben, plus maintenant, mais ça a l'air que je faisais des affaires comme ça. Fait que je me souviens-tu de la bonne affaire? Je sais pas. Mais ça pour dire que dans ma tête, me semble, c'est mon premier souvenir. Puis... je me suis construit. Les souvenirs, c'est ça, c'est tellement quelque chose qu'on se construit aussi parce que les gens nous racontent des histoires. On s'en souvient pas vraiment. Mais je sais que sur une cassette, on avait un film qui s'appelle Hustler 17 qui avait joué à Super Écran. Puis je pense que c'était ce film-là qu'il regardait. Puis c'était avec une Playmate, je me souviens plus son nom d'une année spécifique. Là. Fait que ouais, puis doublé en français. C'était encore plus drôle, là, parce que t'avais un genre de petit moustachu qui parlait avec un « Ouais, donc, viens ici. » Il n'y a rien qui faisait du sens, là. Ouais. J'ai déjà fait de la traduction de films porno dans le temps que je faisais un peu de traduction, là, c'est l'affaire la plus bizarre du monde de mettre des sous-titres
traduit à un point qui veut ça? Tu sais, même si tu comprends pas le oui, continue, t'es capable de te mettre dedans, là, tu sais. Puis c'est drôle parce qu'on était à Radio-Canada, fait que clairement, ma réponse a été un peu censurée. J'ai gardé des détails, là. J'avais juste dit, comme tout le monde, un VHS de mon père ou whatever, tu sais. Mais ce qui s'est dépassé, c'est que c'était vraiment, je voulais écouter un VHS. Le VHS était dans sa chambre. J'ai parti le VHS, puis il était au milieu d'un film. Bang, c'était ton père et ta mère. T'sais, oh my God! Oh non, hey, je serais asexuelle aujourd'hui, c'est sûr. Oublie ça. Mais non, ils étaient plus ensemble, mais moi, je me souviens très bien de ce qui s'est passé à la TV quand j'ai pesé sur Play. C'était une orgie d'anulingus. Oh, en plus. Oui. Fait que bon, moi, on était pas Val-d'Or en plus. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben oui, je viens de Val-d'Or. Ah ouais, moi je viens de Sainte-Terre. Arrête! Ben, je savais pas, j'ai pas vu ça dans mes recherches. Ben oui, je viens de Sainte-Terre. Oh. Okay. Ben, c'est à Val-d'Or, j'ai vu des anulingus. Ben oui, avant que ça passait en cours, là, il en parlait justement, là, il y a comme une histoire. En tout cas, bref, excuse-moi, je t'ai coupé, mais oui, parce qu'il y a eu l'histoire de l'anulingus à Val-d'Or. En face de la SAC, ouais. Ça passait en cours? Oui, parce qu'il y avait un problème avec les gens qui ont fait ça là, pour grossir indécence. Ouais, OK, fair. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, donc, mais c'est bon. Hey, oh mon Dieu, Abitibi, Sainte-Terre, c'est pas loin en plus. Là. Je savais pas ça. On venait voir des films à Val-d'Or. Oui, c'est ça. Okay, on est la capitale de l'anulingus. T'as-tu vu cette photo-là qui a été fulgurante? OK, parce qu'il y a du monde il y a du monde qui savait pas de quoi je parlais quand j'en ai parlé, ouais. J'étais bien fascinée. Mona de Grenoble savait pas de quoi je parlais. Je vais t'ouvrir un monde, ma belle, là. Ben, elle savait le cunilingus du métro Place des Arts, par contre. C'est pas probablement. Ouais, ça, mais ça, c'est moins de région, on dirait qu'on s'y attend, en tout cas. Mais fait que là, j'ouvre la TV, je vois ça, du monde avec des grosses touffes de poils qui se mangent le cul, tu sais. Fait que moi, à ce moment-là... C'est ton premier contact? Oui! Fait qu'à ce moment-là, moi, je me dis, mon père, c'est un détraqué, tu sais. Ah oui. Parce que je pensais pas que les gens pouvaient faire ça. Tu sais, je pensais... C'est comme si je venais de voir de la bestialité dans ma tête, là. C'était quelque chose qui ne se faisait pas, c'est ça. Oui, il y avait du poil. Ça aussi, j'avais pas l'âge d'avoir du poil, tu comprends? Fait que j'étais choquée de voir la quantité de touffe qu'il y avait là-dessus, là. Mais aussi, le fait que j'étais consciente que les gens se font l'amour oral, tu sais, cunilingus puis fellation, mais anulingus, je pensais que mon père avait de quoi d'illégal chez eux, là, tu sais. J'ai pas trippé pantoute, là. Ça a changé ma vision de mon père après ça, là. T'avais quel âge? Puis là, je regarde du monde qui se mange le cul tout le temps. Je le sais pas, mais très, très jeune, là. Ouais, très, très jeune, là. J'avais le concept du sexe, tu sais, mais pas du tout. Puis ça a été là avant que je sache que c'est correct se manger le cul, là, tu sais. C'est sûr qu'il va mettre ça dans l'extrait, c'est sûr. Mais tu sais, il y a quelque chose d'assez fascinant quand tu regardes. Tu sais, quand tu regardes les par exemple, on en a parlé en entrevue chez Vénélope, l'histoire des clubs vidéo. Tu sais, des fois, tu te rends compte qu'en région, le type de film qui était loué, c'est pas ce que socialement on aurait pensé. Tu sais, c'est des endroits qu'on s'imagine conservateurs, très hétéronormatifs. Tu te rends compte, c'est pas les films de lesbiennes qui se louent, c'est les films gays par des hommes, là, tu sais. Puis il y a deux choses à ça. Il y a aussi... puis des films weird aussi, parce que je trouve que une dimension, le fun de la pornographie, c'est aussi un petit côté un peu... là, je vais utiliser le terme dans le sens théorique de grotesque, c'est-à-dire un peu festif, un peu... on va dans des extrêmes des fois, puis tu sais, comme wow, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Puis je me souviens, quand on était plus jeune, il y avait les Freaks of Nature, qui était une série de films qui était loué dans les clubs vidéo dans la section pornographique, que c'était ça, tu avais l'octopénis, puis des affaires comme ça. Okay. Il y avait des effets spéciaux mélangés avec des affaires vraies, la femme avec les plus gros seins au monde. Comme l'ancêtre du hentai, de toute façon. Wow! Tu sais, il y a comme quelque chose de... Tu sais, comme de découverte, en fait. Qu'est-ce que tu me racontes là? En fait, je pense qu'il y a la curiosité, puis des fois de voir ce que tu ne verras pas dans ton quotidien. Puis c'est bien correct, c'est pas grave. C'est ça, la pornographie. C'est un fantasme. C'est un fantasme. Exactement. Je veux dire un message d'intérêt public. Il y a tellement de monde qui juge sur le genre de film ou de genre de vidéos qu'ils vont voir en ligne. Il n'y a aucune honte à ça, tant que c'est adulte et consentant, bien sûr. Ça ne veut pas dire que tu as un fantasme de faire tel genre de choses. Au contraire, c'est un monde de fantaisie que tu es dedans pour qu'on arrête de se sentir mal et d'avoir honte de ce qu'on regarde. Parce que ce monde-là, ça fait du monde frustré sexuellement qui fait que moi, après ça, ils m'écrivent des messages haineux en ligne. Tu comprends? Oui. Puis je donne moi comme exemple, mais c'est juste...
quand le monde a honte de leur sexualité, ça forme une honte envers la sexualité en général, ce qui aide vraiment pas notre cause. T'sais. Notre cause à nous trois, d'une façon similaire et différente en même temps. T'sais. Eros et compagnie, fiers partenaires de ma masturbation quotidienne. Je vous remercierai jamais assez, Eros, de me faire vivre toutes ces émotions-là. Vous avez aucune idée comment je vous aime. Vous avez même pas besoin de me payer. Faites juste m'envoyer des jouets. C'est pas vrai, ils me payent. Sérieux, leurs jouets sont tellement bons. Là. Ils me prennent par les sentiments vraiment beaucoup. J'aime tellement cette collaboration-là avec Eros. Puis ils sont amazing, Eros. Avant même de vous parler de jouets, là, je veux vraiment dire une couple de mots sur Eros. Ce qui est vraiment cool avec cette compagnie-là, oui, c'est une compagnie québécoise puis tout, mais en dehors de ça, là, j'ai fait une commande moi-même en utilisant, bien sûr, mon code promo il y a quelques jours parce que j'ai commandé mon jouet préféré ever qui est depuis des années... avant d'essayer tous ces jouets-là d'Eros, c'était le seul jouet qui comptait au monde, qui est le WeVibe Tango. J'en ai commandé un parce que c'est ça, je l'utilise ben trop, puis la batterie à un moment donné, elle vient focale, fait que j'en commande un autre pour que la puissance revienne, tu sais. Mais sérieux, ça t'offre longtemps la batterie, c'est juste moi qui l'utilise vraiment trop souvent. J'en ai commandé un, là, puis j'en revenais pas, c'est arrivé plus vite qu'Amazon. Je sais pas si c'est le même tout le temps, là, mais j'ai cligné des yeux, puis c'est arrivé chez nous dans un paquet super discret. Puis j'ai même pas... J'avais oublié que j'avais fait la commande tellement que ça faisait pas longtemps. C'est hyper efficace, leur commande. En contraste, j'ai fait une commande d'une autre compagnie québécoise il y a pas longtemps. Il y avait 2 semaines, elle l'attend, mon commande. T'sais. Fait que c'est ça qui est cool aussi, c'est que t'as même pas le temps de plus être horny, puis ton jouet y arrive. Sur ce, je vous présente aujourd'hui le coffret « Voulez-vous stimulation clitoridienne ». Il y avait un lien avec ce que je viens de dire du WeVibe Tango. Avant ça, je vais vous lire la description parce que ça s'en vient déjà long, ma pub. Eros et compagnie, en collaboration avec la compagnie québécoise High on Love, ont joint leur expertise pour vous offrir un coffret tant stimulant qu'excitant. L'huile stimulante rehaussera les sensations au niveau de votre clitoris et le jouet doux et discret vous stimulera afin de vous faire vivre des sensations extraordinaires. Un combo tout simplement parfait. OK. Pourquoi je vous parlais du WeVibe Tango, la gang? C'est parce que c'est pas un des jouets que je vous présente dans ces épisodes-là parce que j'aurais trop un parti pris. C'est le meilleur jouet du monde, selon mon vagin à moi. Fait que quand j'ai essayé ce jouet-là, qui y ressemble un peu, j'avais un peu l'impression de tromper mon WeVibe Tango. J'étais comme, ah! Mais ce qui est cool là-dedans, c'est que les bullet vibrators, je pourrais pas dire ça en français, mais ce genre de jouet-là, j'ai de l'expertise en maudit pour vous en parler. Fait que je suis partie en comme... T'es mieux d'être bon, mon esti, sinon tu battras pas mon tango, nanana. Mais sérieux, j'étais vraiment surprise. Il a l'air de rien, le petit jouet vibration là, que tu te mets sur le clitoris. Il y en a dedans, il est vraiment puissant. Et si tu connais le WeVibe Tango, la grosse différence, c'est que le tango est vraiment rumbly. OK, j'ai essayé de trouver une traduction au mot rumbly, j'en trouve pas. Là, en gros, comment je pourrais vous expliquer ça? C'est que le WeVibe Tango, tu le pars, là, tu le mets sur la table, là, il va faire... Il va comme danser le tango, en fait, sur la table. C'est pour ça qu'il s'appelle de même. C'est vraiment mettons, tu le mets slow motion, là, il va vraiment bouger de même super vite, tu sais, même si c'est un jouet de vibration. C'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, c'est it's my thing, là, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Fait que ceux qui trippent moins sur le Rumbly vont vraiment aimer celle-là parce qu'il est aussi puissant, mais mettons, tu le mets sur une table, il va se promener tranquillement. C'est ça la différence entre Rumbly et pas Rumbly. C'est la meilleure façon que je peux vous l'expliquer. J'étais vraiment, 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 vraiment surprise par sa puissance. OK, on fait la pub. L'huile stimulante, après ça. OK, l'huile stimulante, là, je pensais que c'était une gimmick. Je pensais que c'était juste whatever, c'était quoi, une huile à menthol qui... J'avais peur que ça m'irrite ou que ça m'échauffe ou que ça soit pas bon, tu sais. Je l'ai essayé parce qu'il fallait que je l'essaye, mais j'aurais pas acheté ça, tu comprends, si c'était pas qu'il fallait que je l'essaye. Hey, je suis vraiment surprise de la sensation que ça fait. C'est comme si j'avais un tout petit nouveau clitoris. C'est weird à expliquer, là, mais cette huile-là, elle augmente pour de vrai les sensations, comme... Ça devient comme... OK. Je m'excuse, Eros. Moi, je fume du pot dans la vie. Je fume du pot avant de me masturber. C'est mon affaire préférée au monde. Si je fume un joint, je vais vouloir me masturber. Si je me masturbe, je vais vouloir fumer du pot. Ils sont vraiment rattachés dans ma vie. Vous le savez si vous me connaissez. Cette huile-là, c'est comme... Ça fait la même sensation. Ça décuple les sensations, mais t'as pas besoin de fumer de pot. C'est super weird, mais c'est la meilleure comparaison que je peux faire. Elle est vraiment longue, cette pub-là, mais c'est important que je vous présente les deux. Je l'aime en maudit, ce coffret-là. Puis c'est vraiment un beau cadeau à donner. Tu sais comment qui est cute. High on Love, là, c'est vraiment de bonne compagnie. Eros aussi. Les deux
on fait un petit bébé, puis je l'ai dans les mains en ce moment. Procurez-vous-le avec le code promo Filles de joie 15, filles avec un S. Et si tu cliques dans le lien dans la description, le code promo se rajoute automatiquement à ton panier et tu peux faire tes petits achats, que ce soit pour le We Vibe Tango, parce qu'ils le vendent aussi, ou pour le coffret High on Love. Je vous le recommande énormément. On retourne à l'épisode, la gang. Je vous aime. Tant, tu sais. C'est fascinant. C'est un univers fantasmatique. Je veux dire, Oui. on parlait de cinéma d'horreur tantôt. Si j'aime ça, voir du monde qui se font décapiter Si t'es dans pas des un films tueur en série dans pareil. là, c'est tu sais. ça, on Ouais. verra pas débile là-dessus. Ouais. Le but, c'est pas... Moi, je veux pas décapiter du monde. Ouais. Après ça, oui, on va découvrir, je sais peut-être des tueurs en série, des vidéos qui sont plus comme ça, parce que ça leur parle déjà... Ils ont déjà un truc qui leur passe C'est dans la ça. tête. Ils n'ont pas eu l'idée Donc, là. Mais tu sais. c'est pas monsieur, madame, tout le monde. C'est une Mais minorité. Finalement, avec la pornographie... Et Mais oui. Combien peux pas. de femmes ont pas le fantasme, mais aiment regarder de la porno? Oui. Ouais. Oui, Ouais, le de- fantasme du... Marc Situation de de viol. timestamp, je vais bloquer le mot. Ouais. Ouais. Ça Ben, me fait barrer Oui, sur mais c'est parce que YouTube. c'est comme... Ouais. c'est comme- Ça me fait barrer. Ouais, je vais faire un petit Bon, bip. combien de Mettez un femmes bip. se fantasme demande là. de consentement dans la relation sexuelle, on va dire Oui, ça. c'est Oui, ça. oui. Tu sais, fantasme sur la restriction Oui. et ces Oui, choses-là. Ça veut, Oui, mais oui, je suis oui. sûre que ces femmes-là se sentent vraiment mal de regarder ça en se disant, Oui, oh mon elles Dieu, se ça sentent vient-tu d'un coupables. plus profond? C'est Faut ça. pas. It's not Arrête that de deep, chercher. là. Ouais. Va pas chercher aussi profond. It's not that deep, tu sais. Oui, puis en même temps, les personnes qui, pour X raisons, ont des expériences qu'ils ont vécues ou ils ont un rapport par rapport à ça qui est problématique, je veux dire, ça s'adresse pas à vous. Ouais. Puis, c'est un univers... en fait, il y a une autrice féministe qui a travaillé sur la pornographie qui s'appelle Laura Kipnis, qui a créé un livre très, très important dans les années 80 qui s'appelle Bound and Gagged. Wow. Fantasy of Pornography in America, le sous-titre, puis que justement, elle analyse plusieurs types de fantasmes qui sont problématiques, mais aussi, elle analyse comment le discours populaire, mais le discours médiatique et même le discours légal applique une grille fantasmatique par rapport à la consommation de la pornographie, du travail du sexe. Comment on va penser en disant, ben c'est tous des détraqués qui vont là, tous des gens qui ont des problèmes. Tu sais, les gars qui vont là, c'est parce que, on le sait bien, c'est parce qu'ils sont pas capables de blablabla. Les femmes qui aiment ce type de film-là un peu plus, justement, avec certains types de fantasmes plus problématiques, entre guillemets, dans la réalité, pas dans cet univers-là, ben c'est pas ça. C'est comme on actualise un univers fantasmatique, on le concrétise, puis en le concrétisant, on le désamorce aussi. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on parle pas assez, puis que, tu sais, je veux dire, puis la majorité du public, je veux dire, la majorité des gens ont regardé de la pornographie, sont-ils devenus tous... est-ce que tout le monde veut tout à coup avoir accès à de la pornographie... je sais pas, moi, justement, abusive ou quoi que ce soit. Non! Exactement. Pas du tout! Puis est-ce que les femmes regardent juste de la pornographie style bleu nuit ou des fois ils aiment ça de la pornographie rough, là? Ouais. Ouais, ben c'est essentialiste de dire que les hommes pensent de même, les femmes pensent comme... Il y a tout un paquet de préjugés, de tabous, de constructions qu'on s'est fait avec le temps qu'il faut déconstruire parce que justement, c'est beaucoup plus complexe. Puis les hommes et les femmes sont beaucoup plus proches qu'on le pense. Un bon exemple, c'est que combien de mes amis de filles, qui soient hétéros, bi, homosexuels, qui regardent de la pornographie gay, deux hommes ensemble. S'il y a bien quelque chose qui nous rejoint moins, de toute façon que ces deux gars-là veulent rien savoir de toi, puis que t'as pas nécessairement le goût de coucher avec deux gars qui veulent rien savoir de toi, Ça, c'est c'est gay porn. trop. Je suis sûre que t'en regardes la gay Ben- porn. Les filles adorent la gay porn. J'en ai déjà Puis regardé. je sais pas si c'est notre réponse, tu sais, mais je suis fascinée de savoir pourquoi on aime autant ça, la gay porn, quand ça c'est quelque chose qui Ça nous peut concerne pas même nous rejoindre pas. moins, tu sais. Même chose pour les hommes qui regardent deux femmes lesbiennes, ça fait partie des recherches les plus Oui, Ouais, c'est ça, je populaire. comprends un peu Mais, plus. Oui, là, mais ils font pas partie plus de l'équation, tu comprends? Ouais. Ils regardent deux femmes qui se donnent du plaisir entre elles, Non, alors mais que lui je est pense pas que c'est du deux tout raisons dans... différentes, mais ça, c'est Oui, moi, ben là, oui, ben probablement, je pense mais que c'est quand même particulier de triper sur un acte dans lequel on n'est pas inclus du Mais tout. je pense que la pornographie gay aussi a quelque chose de... Et là, je vais le mal... Peut-être, je vais bien l'exprimer, mais je vais peut-être... Ne mésinterprétez pas mes propos. Mais il y a quelque chose de très, très masculin, effectivement, dans la façon que les rapports sexuels sont amenés, sont vécus, sont consentis. Qui est, je pense, qui peut avoir une dimension fantasmatique pour les femmes parce que, justement, le rapport homme-femme, quand on accorde certains critères sur comment les hommes s'imaginent la sexualité ou comment les hommes la vivent, on l'actualise beaucoup dans la pornographie gay. Tu sais, il y a quelque chose de très, très... tu sais, comme je dis souvent, on parle pas beaucoup, Primal, un on peu y va plus, primal, puis là. tout ça. Puis je pense que oui, ça parle parce qu'encore une fois, les femmes et les hommes ne sont pas si différents que ça dans leurs univers parce que c'est un spectre.
Oui, C'est un exact. spectre. Il y a des hommes qui sont très, très mal à l'aise, des hommes qui sont très ouverts, des femmes qui sont très... Puis après ça, tu as un spectre d'identité, tu as un spectre de préférence. Puis quand tu dis ça, justement, que la pornographie gay en fait, beaucoup de femmes la regardent, ben, définitivement. Puis en même temps aussi, à un moment donné, tu es tanné de te voir aussi, de voir un corps féminin objectifié tout le temps. Là. Ouais. C'est le fun de passer à autre chose. Là. C'est comme bien beau, Exact, les femmes ouais. tout nues, là, mais... Il y a des hommes tout nus aussi. Oui. Ouais. Puis après ça, il y a d'autres types de corps tout nus. Et c'est là que la pornographie, moi, je trouve qu'elle est intéressante. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est le seul endroit... On va bien broyer à la télé en nous disant on est inclusif, on va montrer tout le monde. Non. Non. Tu regardes la porno, je veux voir des personnes âgées Ouais. où ils sont désirés, désirantes. Oui. Je veux voir des personnes en situation de handicap désirées, désirantes. Ouais. Je veux voir des personnes racisées, Ouais. Obèse. désirées, obèses, des diversités corporelles. C'est le seul Exact. endroit. Après ça, on pourra m'objectifier. Et ça, je suis d'accord. M'objecter que c'est une volonté mercantile, on veut offrir parce qu'il y a des... Oui, définitivement. Ça, c'est le côté un peu plus... c'est même pas problématique. Je veux dire, l'industrie, n'importe quelle industrie culturelle populaire s'adapte à son marché puis propose que le public voit. Fait que pour moi, c'est plus une logique capitaliste qui est propre à la société dans l'ensemble. Ceci étant dit, c'est le seul endroit que tu vois certains corps, certains groupes dans une situation sexuellement positive et dans des scripts aussi que tu vois pas justement qu'une personne... Je vais donner la plus grosse affaire quand tu peux pas la plus grosse affaire, mais qu'une personne en situation de handicap a un désir de restriction par rapport à quelqu'un qui, tu vas l'avoir. C'est correct. Puis c'est correct. Tu peux le vivre, ça, puis tu peux le voir, puis tu peux l'apprécier. Puis ça, je trouve que c'est vraiment une dimension extrêmement positive de la pornographie qu'on met pas assez de l'avant. C'est drôle. Ma prochaine question, il vient déjà de répondre d'une façon. c'est ça, je viens de me rendre compte. C'est comme, je me demandais en fait comment la pornographie influence la perception du corps aujourd'hui, mais c'est un peu exactement ce que tu viens de décrire. Mais à quel point la pornographie, que ce soit sur le plan québécois ou international, a une influence sur la culture populaire en général? Ben, moi, clairement, tu t'es appuyé sur cette question-là. Oui, définitivement. Ben, moi, il y a deux façons que je le vois. Un, je me pose tout le temps... moi-même, je le fais. Là, je parle de pornographie tantôt. Puis quand on dit tout ça, tout le monde a une image en tête de c'est quoi. Mais justement, de quelle pornographie on parle? Ça, c'est l'autre question. C'est la question qu'on pousse pas puis qu'on va pas plus loin. De quelle pornographie qu'on parle? Une pornographie féministe, qu'est-ce que ça veut dire? Alternative pornographie, qu'est-ce que ça veut dire? Pornographie gay, qu'est-ce que ça veut dire? Là, tu sais, comme déjà là, on vient de complexifier l'histoire. Fait que faut se poser ces questions-là parce que c'est pas aussi simple qu'il n'en a l'air de quoi on parle exactement. Puis ça, je pense que se poser cette question-là permet de se poser une question qui va à l'encontre de l'idée que c'est normal, la pornographie mainstream, c'est pour les hommes hétéros. Attends, c'est pas tout à fait ça. De quoi qu'on parle exactement? Parce que c'est quoi la pornographie mainstream? Moi, je trouve qu'Erika Luss, c'est de la pornographie mainstream. Aujourd'hui, surtout, là, avec tout le choix qu'on a, je sais même pas c'est quoi. Je fais de la porn, puis je sais même pas c'est quoi la pornographie mainstream. Ben, c'est ça. J'en fais-tu partie? Je sais pas. C'est ça, fait qu'on le sait plus, tu sais, on est comme tout mélangé, puis on a comme vraiment une expression fourre-tout qui fait en sorte que... Fourre-tout? On aime les jeux de mots. Mais oui, fais attention, on essaie d'en passer le plus qu'on peut comme ça. Mais oui, effectivement. Donc, puis après ça, quel est l'impact sur les corps? On pense des années 80. Il y a eu un discours dans les années 80 qui était comme ah oui, la pornographie est responsable du gens qui veulent être tous bodybuildés, épilés, Non. C'était un mouvement de société qui venait avec l'idée du corps, justement, athlétique, Et la pornographie fait partie de la maudite société, c'est moi. Fait que, tu sais, la pornographie, elle fait ce que la société fait. Des fois, elle l'annonce un petit peu, des fois, elle est avec. Fait que, tu sais, quand on dit, c'est à cause de la pornographie qu'il n'y a plus de poils, qu'il n'y a pas eu de poils pendant un bout, c'est pas à cause de la pornographie. La société était dans une dimension aseptisante. Tu sais, il y a un beau livre qui s'appelle Histoire des petits cheveux, là, qui est un livre français, justement, qui parle de la pilosité. Je veux dire, il y a eu des mouvements tout au long de l'histoire où on parlait, la pornographie, la pilosité revenait, repartait. Pas la pornographie qui a inventé ça, bâtard, que le monde d'un coup sont épilés. Oui, c'est beau visuellement, c'est vrai. Quand tu penses au niveau cadrage, le pubis tu enlèves, mais tu enlèves le plus de choses qui peut te distraire dans ce que tu veux regarder. De la pénétration, oui, exactement. Fine, OK, oui, on comprend tout ça, là. Mais c'est plus que ça. C'est plus que juste comme cette dimension visuelle-là. C'est une dimension sociale. C'est une dimension que la pornographie s'inscrit dans d'autres choses qui se passent en ce moment. Et donc, quand tu parles justement de, pour moi, quelle influence sur la perception des corps, qu'est-ce que tu regardes? Dans quel contexte? Pour qui? Pourquoi? Puis pour moi, quand il y a
quand on parle beaucoup de la pornographie, par exemple, le problème avec l'accessibilité pour les plus jeunes, c'est pas tant la pornographie pour moi que, selon moi, que cette idée-là qu'il n'y a pas d'éducation à la sexualité, premièrement, 100%. comme qu'il y a de l'allure, éducation à l'image, qu'il y a de l'allure, éducation à soi-même aussi, comment exprimer, comment c'est... Tu sais, justement, on parle des dimensions fantasmatiques, tu as des fantasmes un peu weird, comment tu verbalises, comment tu vis ça. Non, c'est tabou, ta gueule. Tant que t'es déviant, tu sais, je veux dire. Ça commence on va aller jeune, loin, hein? Puis comme on dit, si tu fais pas l'éducation sexuelle de tes enfants, l'Internet va le faire, là, d'une façon. On dirait que... J'espère, en tout cas, que le fait que la pornographie soit autant accessible, puis je suis ni pour ni contre, aide les gens à se pousser à faire l'éducation sexuelle de leurs enfants plus rapidement. Heureusement, il y a... tu as reçu Marie Louetier. Elle a Oli App, qui est vraiment une application extraordinaire pour les parents. Pour les enfants et les parents, pour les parents, puis pour savoir comment éduquer notre enfant. Parce que là, les parents se disent, ça va se faire à l'école. Puis après ça, ils demandent au gouvernement aussi. T'as-tu vu les cours d'éducation sexuelle à l'école? Non, mais c'est épouvantable. C'est traumatisant. C'est épouvantable. Puis après ça, ils vont dire, mettez des lois pour que sur Internet, ça soit bloqué. Penses-tu vraiment qu'ils ne trouveront pas une façon d'aller voir? Ça marchera jamais, ça n'a jamais marché. Un VPN, puis let's go, là. Donc, Est-ce que non, faut arrêter de niaiser, là, dans le sens que faut y aller à la base correctement, puis il faut arrêter d'avoir peur de parler des choses. Puis, crime, les gens sont intelligents. Faut arrêter de prendre le monde des morons. Oui. Tu sais, comme pas parce que tu as 7 ans que tu n'es pas capable de comprendre quelque chose, si c'est bien expliquer, puis tu vas... Les gens déjà à 7 ans, déjà à 3 ans, tu peux avoir des petites envies, sans comprendre que tu te soulages, que c'est ça. Ben, le parent, au lieu de chicaner l'enfant, dis-lui, regarde, va faire ça dans ta chambre, dans ton intimité, ça se fait en solo, tu sais. Ça part de là, dans le fond, tout le monde, ça touche tout le monde. Mais en même temps, on a une longue éducation aussi de tabous, de répression. On a toutes sortes de choses qui nous parcourent, tu sais. Même, je trouve que les gens ont de la difficulté avec le terme que la pornographie est un genre cinématographique. Jusque-là, on s'en va jusqu'au point que moi, quand je dis que le travail du sexe, c'est ma carrière, il y en a certains qui vont ricaner de ça. On part de loin là, quand on pense à ça. Là, loin, justement, quels sont les clichés, les idées fausses les plus répandues sur la pornographie en tant que genre cinématographique? Ben, la première, c'est que justement, c'est pas érotique. Ouais. Ça, moi, je trouve ça la première. Je veux dire, c'est... je pense que c'est Jean-Paul. C'est qui disait ça? J'ai un blanc Jean sur Chrétien. l'auteur. Non, pas Jean Chrétien. J'allais dire un nom, puis je me l'ai repris, mais l'idée que la pornographie, c'est l'érotisme des autres. Et c'est l'auteur français, là. Excusez-moi, j'ai un petit blanc. On est comme en fin d'après-midi. Oui. Me le donner. Mais oui, mais c'est un peu ça. Tu sais, la pornographie, c'est l'érotisme des autres. Pourquoi voir les choses de façon frontale et automatiquement non érotique? C'est une dimension très, très bourgeoise de ce qui est le valable au niveau esthétique. C'est-à-dire que si on cache, si on donne à l'imagination, c'est tout de suite meilleur. Des fois, oui, des fois, non. Ça dépend des sensibilités. Ça dépend de chacun. Ça dépend de plein de choses. Du schéma de chacun aussi. Tu sais, je veux dire, tu regardes... justement, moi, quand je veux regarder la pornographie... je veux qu'on me suggère les choses, oui, là, mais je veux pas que qu'on me suggère, parce que sinon je vais écouter autre chose. Et ce n'est pas nécessairement anti-érotique. Je veux dire, c'est Paul Éluard qui écrivait à Gala dans une lettre qui disait, il parlait qu'il avait vu des films pornographiques sur grand écran des années 20-30, le grand surréaliste. Puis il disait, puis le poète, il disait comme, il n'y a rien de plus beau qu'un sexe sur grand écran, parce que ça devient même poétique dans le sens que on le distingue plus comme ça, on le voit plus comme ça, on voit différemment, on vit autre chose, tu sais, puis il y a ça dans le plaisir de regarder des corps en mouvement, en interaction, qui dépasse justement cette idée-là, puis qui devient érotique. Donc, moi, je pense que la plus grande chose qu'on entend par rapport à la pornographie, c'est qu'elle n'est pas érotique. Ben, je m'en fous, là, tu sais, c'est pas ça. Je pense qu'elle peut l'être et ce n'est pas vrai. Ouais. Mais quelque chose peut être érotique pour toi, puis pour quelqu'un d'autre, non. Exact. C'est ça qui est... C'est ça, moi... On a tous nos schémas érotiques, chacun, là. C'est tous des schémas différents, puis... Exact, c'est ça. Tout le monde a leur perception, leur barème à des places différentes aussi. Là, oui. Je suis sûre que
que ton film, plein de monde qui peuvent écouter ça en mangeant. Moi, il a fallu que je fasse les deux séparément. Oui, c'est ça. C'est la perception, justement, là, du monde. Ouais. C'est la même chose. C'est ça que je trouve fascinant que tes spécialisations, c'est l'horreur et la pornographie. Parce que, justement, ça peut paraître super différent, ça peut paraître vraiment rapproché. T'enseignes quoi exactement à l'école? Moi, j'enseigne toutes sortes de choses. Okay. En fait, j'enseigne l'analyse des médias, j'enseigne la pratique de technologie numérique, j'enseigne les nouvelles technologies. Tu sais, J'adorerais je suis un que praticien. Tu sais. J'imagine ton étudiant qui arrive dans ton cours d'analyse des technologies puis qui te Google après. mais attends. J'ai donné un séminaire sur genre, sexualité et cinéma, mais même quand il y a des sujets qui semblent un peu à part, tu sais, mettons cinéma, nouvelles technologies, je veux dire, nouvelles technologies, technologie et pornographie, je veux dire, c'est comme... Mais oui, c'est ça. Je veux dire, tu peux pas penser certaines choses. En fait, tu peux penser différemment l'utilisation et l'arrivée de technologie à partir de l'histoire de la pornographie. Toi, tu as dû le voir venir, ce phénomène-là, OnlyFans et tout, là, parce que tu t'intéressais à la pornographie bien avant ça. J'imagine que tu voyais ce mouvement-là arriver avant même qu'on appelle ça OnlyFans, tu sais. Je te dirais pas ça, mais moi, je trouve que c'est en fait, quand tu y repenses, c'est symptomatique d'une progression qu'il y a eu à partir des années 2006, 7, 8, quand les réseaux sociaux sont vraiment arrivés, les réseaux sociaux comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire Instagram et tout ça affaire-là, où on est devenu un peu tous et toutes, là je parle même pas du travail du sexe ou quoi que ce soit, des entrepreneurs du soi. C'est-à-dire qu'on se présente d'une certaine façon, on se vend d'une certaine façon. Les compagnies qui nous regardent, ils nous googlent sur Internet. Tu dis, ils te googlent, ils regardent t'es qui, ils regardent t'es quoi, comment tu t'es... Puis c'était sûr qu'à un moment ou à un autre, les gens allaient reprendre possession de leur image ou à tout le moins, allaient tenter cette chose-là. Ouais. Fait que ça allait de soi que ça allait venir dans une économie virtuelle, une économie aussi justement de la présentation puis de comment qu'on vit en ligne. Ouais. Et donc, des mouvements comme OnlyFans et tout le reste, c'est tout à fait logique que ça arrive. Ouais. Je dis, ça va de soi. Ouais. On est dans un monde comme ça. On est dans ce monde-là. Vous avez eu des invités sur votre podcast. Je pense à, par exemple, Pierre-Yves McSween, où il parlait justement de cette idée-là de valeur. Ouais. De qu'est-ce qu'on se donne comme valeur. Ben, c'est direct ça, là. Je veux dire, qu'est-ce qui fait que nous, on se présente d'une façon, on gagne, on a un intérêt. Il y a une autrice qui s'appelle Catherine Accam qui a parlé de capital érotique. À la suite de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, qui parlait de toutes sortes de capital pour distinguer justement plusieurs mondes. Fait que là, c'était universitaire, ces affaires-là. C'est pas très grave. C'est intéressant, je vais le sociologue. googler, c'est ça. Mais elle parlait de capital érotique justement parce que c'est pas tout le monde qui a le même capital érotique. Il y a des gens qui sont beaux, des gens qui sont laids. Il y a des gens qui ont du charisme, des gens qui n'en ont pas. Ouais. Puis après ça, quand tu arrives en ligne, il y a des gens qui savent se présenter, d'autres savent pas. Ouais, il y a des gens qui maîtrisent. C'est tout ça qui fait en sorte que ça participe à une façon, encore une fois, de se présenter dans une logique très, très néolibérale, très, très contemporaine. Ouais. Et donc, les réseaux sociaux annonçaient déjà ça. Ouais. C'est tellement de bonnes choses aussi au niveau des artistes. Il y a des acteurs, actrices pornographiques qui étaient là avant OnlyFans, se sont tous ouverts à OnlyFans. Tout d'un coup, ils arrivaient à faire de l'argent plusieurs fois avec la même vidéo au lieu d'être engagés pour une scène. Ensuite, la scène, tu ne la possèdes plus. Tu ne sauras jamais ce qu'ils vont faire avec. Puis toute ta vie, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Tu as signé un contrat, puis tu as fait 500, 1000 piastres ce jour-là à cette heure. Et tu sais, j'ai pas consulté c'est quoi son nom, Angela? Voyons, la grande porn star dans le monde avec les gros seins, là, Angela. Vous pouvez pas m'aider avec ça? C'est une des exemples. Tu vois, je m'y connais pas beaucoup en porn star avant OnlyFans. Parce qu'avec des gros seins, là, c'est comme... Ouais, ça aide pas, hein, mais tu sais, il y en a une, Angela. Tout le monde l'écrit dans leur écran en ce moment. Là. Écrivez-le en commentaire juste pour aider l'engagement, là, I guess. En plus, je l'ai rencontré en vrai, je me sens mal. Mais le monde qui, justement, avant OnlyFans... Ouais. étaient payés à la pièce comme ça et maintenant peuvent revendre leur stock, faire leur propre vidéo, décider de comment ils veulent et faire vraiment plus d'argent avec ça. Ils en faisaient peut-être quand même un montant décent avant. Aujourd'hui, ils peuvent être multimillionnaires avec ce qu'ils font parce qu'ils ont bâti leur image. C'est incroyable. Oui, que c'est eux qui décident comment que ça se passe, qui peuvent arrêter quand ils veulent, qui ont le contrôle sur leur contenu. Ouais. C'est incroyable ce que ça a pu donner aux artistes. Payez pour votre porn, la gang. En gros, c'est ça que je veux dire. Que ce soit OnlyFans ou que ce soit ailleurs, si tu regardes la porn gratuite en ligne, je suis désolée de t'apprendre ça, mais il y a quelqu'un qui s'est fait exploiter au bout de la ligne. Je suis désolée. Ça, c'est drôle dans les jugements. Moi, je sais que je suis drastique là-dessus, mais c'est ça. À quelque part, il y a quelqu'un qui s'est fait exploiter puis qui n'est pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Il y a vraiment beaucoup de gens qui portent des ça jugements gosse, envers je sais où les tu t'en personnes vas. sur OnlyFans. Ouais.
Puis qui écoutent de la porn gratis en Qui se ligne. disent pourquoi, Ouais. pourquoi t'es donc bien un simp de t'inscrire à OnlyFans, il y en a partout de la porn gratis en ligne. Ouais, mais c'est pas moral, c'est pas éthique ce que tu fais là. T'sais, Mais ils vont c'est- aussi juger les C'est filles. qu'on oublie que c'est pas comme l'UDA, par exemple. Il n'y a pas de droit de rétribution, de droit de Ouais. suite. Là. c'est ça. Fait que si quelqu'un signe un contrat, fait un film pornographique pour une compagnie, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec le restant du temps. Mhm. Cette personne-là ne reçoit pas de redevance. Puis même, elle est peut-être même pas d'accord du tout avec le résultat Peut-être. final de ça. Tu sais. Ouais. Puis toute sa vie, tu vas la googler, puis ça va être ça qui Ouais. va sortir. Tu sais. C'est vraiment mieux comme c'est aujourd'hui, finalement. Là. Ben, On a en fait, redonné le pouvoir aux artistes. là. Oui, puis je pense qu'il y a comme un changement de pouvoir qui s'opère. Bon, pas parfaitement encore, c'est pas numéro un, qu'est-ce que je vais dire là, mais il y a des compagnies maintenant qui vont vers les gens qui ont des fanbases pour leur dire voulez-vous faire de la porn pour nous parce qu'eux ont besoin d'eux autres pour Oui. agrandir leur auditoire. Mhm. Et là, il y a un changement, un shift au niveau du pouvoir entre les performeurs, les performeuses et les compagnies. Parce qu'avant, c'était pas ça. C'était la compagnie, puis ça passait par là. Puis Ouais. tu passais par là, puis après ça, pour faire autre chose. Des années 80-90, ben, tu passais par là, puis après ça, tu allais faire des danses dans des circuits, tu allais faire Ouais. toutes sortes de choses. Des features, Aujourd'hui, là, c'est comme ouais. tchou! Ouais. Pas partout, pas parfaitement, mais il y a quand même ça qui est là. Ouais. Puis ça, c'est vraiment une grande avancée au niveau de l'égalité puis au niveau de ce que ça veut dire être éthique, en fait. Parce que ça veut dire être éthique dans la pornographie, c'est pas tant ce qu'on voit comme script fantasmatique, Mhm. c'est vraiment L'arrière-scène. l'arrière-scène, Ouais. qui est payé, comment, qu'est-ce qu'il y a des conditions, est-ce que c'est avec du consent, comme c'est tout ça qui est éthique. C'est pas tant ce Connaissez- qu'on voit à l'écran, parce que ça peut avoir de l'air violent. Ça veut pas dire que ce n'était pas éthique. Ouais. Connaissez-vous le site belsa.co? Oui, Ben, c'est de la qui porn s- féministe, hein? Porn féministe et Ouais. porn éthique. Oui. C'est un site qui a été créé, si je ne me trompe, par une femme montréalaise. Oui. Pour les femmes, idéalement. Les hommes, vous pouvez y aller, là, mais c'est vraiment de la porno. Ouais. Fait que je trouve ça intéressant de savoir que ça existe, en Ouais. fait. Si vous Bellessa, pouvez. c'est beau ce qu'ils font. Bellessa.co. Ouais. C'est important, justement. Mais c'est ça. Il Ouais. n'y a rien que tu veux voir dans porn que tu trouveras pas. C'est vrai. Il y a plus de variété, de diversité que dans n'importe quelle forme d'art, j'ai l'impression. Peut-être que je reach là, en disant ça, mais j'ai vraiment l'impression. Non, mais c'est vrai. Mais t'as pas tort. Puis tu sais, quelqu'un qui dirait oh, mais c'est toujours juste du cul. Attends, t'as des productions qui ont des histoires, qui Oui. sont construites. Après ça, ah non, Ouais. c'est moi, je m'en fous des histoires. Moi, je veux voir telle. Ben, ça existe. Ouais. Je veux dire, où le problème? Je veux dire, ça va. Bon, Il y a même du fantastique. T'as de tout, là. t'as de Oui. tout. Vraiment de T'as de tout. Oh, que oui. T'as de tout. Puis c'est fascinant aussi quand tu regardes, je suis sûre que tu as déjà vu ça. Je pense qu'à chaque année, Pornhub sort une map. Oui. Ouais, les statistiques. Comme on disait en Abitibi, c'est pas le genre de porn qu'on s'attend parce que c'est plus conservateur. C'est fascinant. Tu vois tous les États américains sur une map de Pornhub. Mhm. Ça te dit la catégorie de porn qui est le plus recherchée dans tel État puis dans tel État. Puis c'est fascinant quand tu regardes, mettons, les valeurs de l'Alabama puis le genre de porn qu'ils regardent. Il y a vraiment une grosse différence. Et oh mon Dieu que c'est fascinant. Ça te montre justement à quel point... il faut qu'on en parle de ce genre d'affaires-là. Puis moins qu'on en parle, ça forme des affaires de même, justement. Là. Puis j'ai rien contre aucune de leurs catégories de porn, là, mais il y a vraiment une corrélation entre les communautés conservatrices puis le genre de porn qu'ils regardent, qui est plus tabou, qui est plus... dans des catégories qui, clairement, ils ont vraiment honte de leur catégorie de porn. Là. Ils le regardent dans un onglet incognito, là, mais solide, là, c'est sûr. Il est face à ça. Oui, puis il y a C'est ça. des Genre de mouvances navigateur. qui ont rapport des fois avec des modes. Il se passe des choses dans la société, Ouais. là, les Ok. gens cherchent des choses là-dessus, puis Mhm. tu le vois dans les résultats, puis c'est assez fascinant. Tu sais, tout ce qu'on se dit là depuis tantôt, là, j'entends certaines personnes crier l'autre bord. Tu sais, Pas mes fans à moi. ça moi. enlève rien que du fait qu'il y a des choses très, très problématiques qui Oh, se que passent quand oui. même. Tu sais, Oh, je que veux dire, il y a une différence entre la vidéo amateur tournée par un couple qui ont décidé de la mettre en ligne et le monsieur qui a tourné une vidéo en Thaïlande sans consentement, Ouais, rien. ouais, ouais. Et ça existe en ligne. Là, tu sais, on n'est Mhm. pas en train de dire qu'il n'y a pas des problèmes. Là. Pas ça qu'on est en train de dire. Je Mhm. pense que c'est tout le temps bon de le rappeler parce que, Oui, tu sais, comme 100%. les gens... oui, tout ça Généralise. existe, une grande constellation, Ouais. mais la pornographie en tant que telle, c'est justement tout ce qui... C'est illégal. Là. Je veux dire, c'est dans une constellation de ce qui est légal. Je veux Ouais. dire, t'as pas de bestialité, c'est pas légal. Majoritairement dans le monde. T'as pas de trucs pédophiles. Je veux Ouais. dire, ça n'a pas d'affaire là. Ouais. T'as pas... Fait que là, à un moment donné, il faut aussi apprendre à distinguer puis mettre de côté. Puis Exact. il faut si on n'est pas réglementé, il faut le réglementer en pensant à ça et pas juste en disant ben c'est parce que tu as mis dans ton tagline teen que c'est problématique. C'est pas nécessairement problématique. Tu sais, il y a des jeux de rôle là.
Je veux dire, qui n'a pas vécu... qui n'a pas vécu, mais tu sais, tu peux avoir une blonde qui se déguise en écolière chez vous, puis là, c'est bien le fun, hein, t'as du fun ce soir-là. Daddy, tu sais. Ouais, c'est ça, whatever, qu'est-ce qui se passe. Et même l'affaire avec un homme qui fait autre chose. Tu sais, je veux dire, on n'est pas là, mais il y a cette dimension-là qu'il faut arrêter. Moi, j'ai un problème avec ça, mélanger. pareil. OK. Avec l'écolière. En fait, j'ai une théorie là-dessus. Ça, c'est personnel selon mon expérience pratique d'autant d'années dans le travail du sexe. Je me suis posé longtemps la question si les gens qui aiment ce qui est daddy, ce qui est écolière, etc., si ça vient d'un intérêt envers les plus jeunes ou quoi que ce soit. Puis, je suis pas en train de les défendre toute la gang, là. Mais, tu sais, Mano, il a peur d'où je m'en vais, là. Non, on s'en va, ça. C'est glissant, mais je suis habituée. Je m'en calisse. C'est le tabou de ça. C'est l'interdit de ça avant tout. J'en ai fait beaucoup dans mon ancien temps, ce genre de roleplay-là, etc. J'ai toujours eu des formes. J'ai toujours eu quand même des moyens seins, des grosses fesses. C'est comme, j'ai toujours eu des formes. C'est juste une femme habillée en Ils vont pas aller vers la pas... femme qui a moins de forme, qui est plus petite, qui est plus faite dans une shape ça, de... Je sais pas encore là, mais je veux dire, ils iraient pas choisir moi pour faire ce genre d'affaires-là si leur intérêt c'était... Mais c'est l'idée du jeu. C'est ça, on met ça de côté quand on pense à la pornographie, mais même à la sexualité en général. C'est un jeu. C'est un plaisir. C'est un espace. Quand c'est tabou, il y a vraiment une excitation qui vient avec le fait que c'est tabou. Tant que c'est dans le respect et le consentement, tu peux jouer avec ces limites-là. Et ces limites-là sont le fun. Tant que tu es dans un contexte d'adulte qui a du plaisir et qui s'amuse. Puis c'est la même affaire. Fait que c'est comme tu joues avec ces différents niveaux-là. Ça, c'est extrêmement... c'est quelque chose qu'on met de côté, la dimension très, très ludique de la sexualité. Un peu comme les poppy play, là. Ils sont pas c'est ça, exactement. Exactement. Comme moi, j'ai fait des vidéos avec mon ami nain, là. Je ne traite pas sur le monde qui font 3 pieds d'habitude, là, mais lui, il est excitant au bout, là. Je coucherais avec n'importe quand, pas de caméra, là. Dis pas, là. Si ma blonde me dit, habille-toi en pompier, je n'ai pas la shape d'un pompier pour 2 scènes, puis je vais peut-être me sentir diminuer dans ma masculinité parce que j'ai pas l'air d'un pompier. Non, mais on s'en fout. C'est même pas ça le point. C'est vraiment comme cette dimension de plaisir. C'est une dimension ludique. Puis ça, je pense qu'il faut dédramatiser certaines choses avec la pornographie pour mieux focusser sur vraiment ce qui est problématique. C'est fascinant au Québec, notre industrie du porn, parce qu'on est comme une des capitales du porno en Amérique du Nord, sinon la capitale. C'est sûr qu'il doit y avoir Los Angeles qui nous bat, là. Mais c'est super fascinant, avec MindGeek. Je sais pas si tout le monde le sait, là, mais MindGeek, c'est eux qui ont Pornhub et plein d'autres sites. Et c'est à Montréal, c'est né à Montréal, ça existe ici. On a des énormes stars du porn qui, on ne sait même pas, mais viennent du Québec, qu'est-ce que tu penses qui fait que comme phénomène culturel, pourquoi ici à Montréal? Je sais, personnellement, je trouve qu'on est une bande de cochons, là, mais j'essaierais de trouver une réponse plus académique à ça. Pourquoi ici, au Québec, on a créé des énormes noms? Je pense à, mettons, Bianca Beauchamp, qui me vient en tête, qui va venir sur mon show dans pas long, exclusivité tout le monde, j'ai réussi à scorer ça, mais qui est un phénomène incroyable. J'ai pas encore fait mes recherches, mais je suis pas mal sûre que c'est la Québécoise qui a fait le plus souvent le cover du magazine Playboy, je pense, en tout cas. Qui fait encore de la pornographie aujourd'hui à 49 ans, là, qui est un phénomène incroyable. Puis il y a plein de monde qui ne sait même pas qu'elle parle français, qu'elle est québécoise, même avec son nom, ils se disent c'est un nom d'acteur. Tout. Comment ça, au Québec, à Montréal spécifiquement, on est dos à cochon? Je vais avoir une réponse weird qui est un peu plate pour toi. Ma question était weird aussi. Mais même au niveau du latex, c'est la... Oui, polymorphe, oui. Vraiment, c'est la place, Montréal. On est quand même, si tu prends l'Amérique du Nord, on est plus ouvert. On a un petit côté... Là, c'est comme un cliché de dire ça, mais oui, on a un petit côté latin. On a une ouverture d'esprit. On a un côté rebelle aussi qui vient avec toute une historique de, tu sais, je veux dire... on est coureurs des bois à base, là, des francophones. Je veux dire, on a quelque chose de très, très particulier comme culture. Ouais. Ceci étant dit, puis donc, qui fait en sorte que je pense qu'on a une certaine ouverture envers plein de choses. Tu sais, je veux dire, le village gay, par exemple, dès les années 70-80, était un hub en Amérique du Nord. Là, tu sais, c'était difficile d'avoir ça avec San Francisco, mettons. Là, tu sais. Même le Fetish Weekend, là, ça rassemble des gens partout dans le monde. Puis après ça, on a comme le petit côté un peu exotique. Là. On a le français. Fait que ça parle aussi à bien du monde. Mais je pense que quand on parle de l'industrie comme elle est connue aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'on a des gens, des gens très, très forts au niveau technique, au niveau informatique, c'est ça qui a bâti comme qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Parce que, tu sais, la pornographie québécoise dans les années 90, tout ça, je veux dire,
ça le levait pas. Encore une fois, je refais la même joke là, parce que j'ai de la misère à en faire des meilleurs. Là. Mais tu sais, c'est vraiment comme on a comme tout aussi un monde autour qui a développé aussi toutes sortes d'outils. Puis ça, c'est drôle parce que le Québec est très, très fort à ce niveau-là. Puis on parle de pornographie, mais on le parle dans plein d'autres domaines. Ouais. On parle, mettons, par exemple, des effets spéciaux au cinéma. C'est des petits whiz d'informatique qui faisaient des gogos. Là, on parle encore une fois de la pornographie sur Internet. OK, développer des systèmes pour faire de la webcam qui va en direct, qui lag pas trop. Développer après ça des sites qui partagent. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui se passe. Puis les compagnies qu'on a aujourd'hui qui font en sorte qu'on est un hub, par-delà les performeurs, performeuses, c'est des compagnies qui sont beaucoup plus dans la mise en ligne, dans la post-production, que dans la production. Parce que la production locale, c'est une chose, là. Mais qu'est-ce qui nous fait reconnaître à l'international? C'est vraiment notre expertise. Là, quand on parle de MindGeek, c'est notre affaire à Lio à cette heure. Oui. Mais c'est une autre affaire, mais qui est vraiment du côté, justement, de ce know-how pour distribuer. Ça, c'est très fort, tu sais. Je veux dire, ça a l'air con, là, mais quelque chose que personne ne pense. Mais... Y a-t-il une raison pourquoi tu as roulé des yeux quand tu as dit MindGeek? Je suis curieuse. Ben, c'est le problème de MindGeek, c'est que c'est toutes sortes de choses, tu sais. Je veux dire, c'est comme... Ça a commencé avec une plateforme qui, je pense, qu'il y avait peut-être des bonnes intentions, même si c'était une gang de bros, là, mais l'idée, c'était de faire un peu le YouTube de la porn. C'est devenu une plateforme où on vole du contenu, on le monétise, on met le monde à terre, ils sont obligés de travailler avec nous autres pour après ça le monétiser. Ouais. Donc, je veux dire, puis après ça, on parle juste de la première ligne, la première couche de problème qu'il y a avec ça. Là. Puis là, tantôt, on a parlé justement, tu payes pas pour ta porn. Tout le monde, je pense que malheureusement, tout le monde paye pas pour sa porn souvent. Oui, c'est la majorité, c'est ça. La majorité, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, ceci étant dit, sans défendre MindGeek, si on pense à la culture du web, c'est une culture de la gratuité. Ouais. Si on pense à la musique, la première fois que tout le monde a fait à la fin des années 90, c'est de downloader des tunes. LimeWire, le reste. Et ça, c'est comme ça vient aussi avec la constitution même de comment on a non pas pensé le web, mais comment on s'est approprié le web. Et la pornographie a suivi la société. Ouais. Comme le reste. Ouais. Et ça, c'est extrêmement problématique. Le monde est cheap, c'est ça qu'on veut dire. Le monde est cheap. Mais parce c'est que vrai. par rapport à l'art. Par Oui, rapport à l'art. c'est vrai. C'est fascinant parce que je fais souvent des promotions pour le premier mois sur mon OnlyFans. Tu sais, moi, je suis une grande fervente. Je crois vraiment fort que le premier mois, je vais les hook puis ils vont rester. Fait que ça me dérange pas qu'ils payent 50% de moins le premier mois. Tu sais, j'ai tout le temps un bon rabais pour le premier mois. Puis je me rends compte que ça attire du monde qui sont justement les chercheurs d'aubaine, là, tu sais, qui vont être contents de payer juste 5$ pour voir mon contenu. Puis ce que je trouve fascinant, c'est que ça fait quand même 6 ans que je suis sur OnlyFans. Fait que je vois vraiment les courants. Je vois vraiment le monde qui vont payer le 14,99 quand c'est pas en spécial, puis le monde qui vont payer 5$ quand c'est en spécial, ils vont pas te demander la même attention. C'est tout le temps le monde qui paye vraiment pas cher, qui veulent le plus de toi. C'est vraiment commun. Puis qui vont chialer. Ils vont tout le temps trouver. Puis ma page est tellement généreuse, je sais pas ce que tu as à chialer, mais j'en ai quand même qui trouvent une façon de chialer. T'sais. En attendant, il y en a plein des pages OnlyFans à 3$. Le minimum que tu peux le mettre, c'est à 3$. Il y en a plein des pages à 3$. En attendant, tu vas y aller puis tu vas voir son nombril. Là. Tu vas rien voir parce qu'il faut que tu payes plus pour ça. C'est une autre stratégie d'utiliser OnlyFans. En attendant, moi, si je veux, je me suis inscrit à tellement d'OnlyFans. J'appelle ça de la recherche et développement, là. Mais je suis inscrit à tellement d'OnlyFans parce que si je paye pas pour ma porn, tu sais, ça fait longtemps. Je pense pas qu'à ce moment-là, j'étais aussi by the book avec mes dépenses, là. Mais j'encourage les artistes que je veux voir leur stock. Tu sais, je suis comme un genre de ghost fan que t'appelles. Je vais jamais leur parler ou quoi que ce soit, mais je vais consommer leur vidéo, tu sais. Faisons une comparaison boiteuse, mais quand même parlante. Spotify. Oh, ça, 100%. T'écoutes de la musique, voilà, t'essayes des affaires, puis après, tu vas acheter le disque de quelqu'un. Puis après parce ça, que le monde c'est important, tu vas tout le temps l'acheter. Exact. Puis après ça, le monde se plaint des billets de spectacle qui sont tellement chers. C'est tout ce qui leur reste comme revenu, les billets de spectacle. Là, c'est quand sûr, tu as 0,00001 cent par chanson, puis là, c'est la même chose. Quand tu es sur YouPorn ou Pornhub, whatever, puis c'est même pas toi qui l'as, mettons, c'est la compagnie pour laquelle tu as fait un film ou quoi que ce soit, puis eux autres, ils font eux autres aussi 0, je sais pas combien. On est mal pris, là. Oui, vraiment. Moi, je suis pas capable de le voir, mais toi, vu que tu as vu les courants là, de la pornographie, là, je me demande, en conclusion, là,
Si t'avais un... Vas-y, fais-toi un verre, vas-y, bois à la bouteille, let's go. Bois à bouteille. Ah oui, bon, Je me demandais... C'est le genre de podcast qu'on fait ça, là. Hey, t'es en pantoufle, moi, je suis assis, jambes croisées. On est à la maison. Ça te montre les dents des pantoufles, le monde va les voir. C'est des condoms tricotés. Elles sont excellents, c'est vraiment magnifique. C'est mon ex-belle-mère qui m'a tricoté ça. Oh, j'en veux. T'as tellement des petits pieds, ça n'a pas de sens. Tu devrais vendre ça. Oh, c'est tellement confortable. Si on jase, là, bien sûr, là, c'est sûr que t'es pas Nostradamus, là, mais si tu devais imaginer le futur de la porno dans 10 ans, ça ressemblerait à quoi, tu penses? Moi, je pense pas que c'est la réalité virtuelle, ce genre de niaiserie-là. Okay. Là. Ça, on nous dit ça souvent, mais imaginez, la majorité de la pornographie, actuellement, quand on regarde les statistiques, est consommée sur un téléphone cellulaire. Oui, c'est vrai. Parce que les gens, ils consomment ça de toutes sortes de façons, ils regardent ça d'un peu partout. Puis là, t'imagines, quelqu'un qui a une famille. Penses-tu qu'il a vraiment le temps de se mettre un casse à la tête et gérer ça? Non. Il peut pas risquer de il regarde son téléphone quand il peut, puis blablabla. Fait que, attends, ça dépend des publics, mais moi, je pense pas que le futur, c'est la réalité virtuelle. La réalité augmentée propose des choses intéressantes, parce que là, en fait, c'est comme tu te mets des lunettes, tu vois ton environnement, puis là, tu peux voir un peu holographique des trucs. Il y a quelque chose là qui se passe, mais c'est pas ça non plus, parce que je pense qu'il y a une dimension, et ça fait pas plaisir à beaucoup de gens quand on va dire ça comme ça, mais il y a une dimension vraiment du plaisir voyeuristique avec ça. Ouais. Et tout le monde a ce plaisir-là. Je veux dire, on est dans une culture de l'image depuis longtemps. Puis de toute façon, l'humanité a tout le temps été dans une culture de l'image. On sait de faire des trucs. Puis parce qu'il y a un plaisir à regarder les choses. Et après ça, oui, après ça, il y a une structure patriarcale par rapport à ça. Il y a plein d'affaires qu'on peut analyser et penser. Mais à la base, on aime regarder. On vit sur une culture du regard. On a développé l'ouïe, mais pas comme on a développé le... Le monde a été développé d'une façon qui fait en sorte qu'on va quand même rester toujours avec cette idée-là de voir des films, voir des gens, voir des trucs comme ça. Puis je pense que c'est peut-être... On n'a pas atteint le pic, là, mais je pense qu'on est quand même dans quelque chose qui va être... qui est ce qui sera le futur, parce que je pense que les gens aiment ça comme ça. Puis ça t'implique moins aussi, tu as une distance. Oui, tu es impliqué, tu ressens des choses, ça t'excite ou whatever. Un vidéo porn dont vous êtes le héros, là, ça va peut-être s'en venir, ça. Mais tu sais, à un moment donné, ils ont essayé les DVD avec les multiples points de vue. Là. Ça n'a pas marché. Je veux dire, es-tu vraiment en train de changer de point de vue à chaque fois que tu écoutes ton affaire? C'est ça, c'est pas pratique. Là, au bout des doigts, bing, bing, bing. Puis juste si on pense au VR porn, c'est sûr qu'il y a du monde qui ne jure que par ça. En attendant, dès que ça a sorti, le monde pensait que ça allait être vraiment plus big que c'était. Moi, j'ai tourné un vidéo de porn en réalité virtuelle. Allez voir dans mon Linktree, il est là. Si vous avez un casque, c'est vraiment impressionnant. Moi, ça a changé ma vie, là, le VR porn. Mais en attendant, quand je faisais des recherches pour savoir sur quelle plateforme le mettre, trouver des exemples en ligne pour les regarder, etc., c'est fou à quel point que la technologie n'est pas vraiment encore là. Non, les casques ont une limite au niveau de la procession, avec là, soit un ordinateur, soit quoi que ce soit. Après ça, tu as cette idée-là aussi que on pense pas, mais par exemple, on filme du point de vue d'un personnage masculin. C'est pas ton corps, là. Tu regardes ça, puis déjà, là, t'as comme une genre de distance. Le gars qui a tourné avec moi, il y a un gros tatou en haut de la graine. Il y a plein d'affaires qui font en sorte que t'as comme un genre de... Comme ça fonctionne pas. Après ça, même si tu commences à jouer sur les plans, tu sais, je veux dire, puis ça, c'est dans n'importe quoi en VR, là, en général. C'est même pas par rapport à la pornographie. Tu sais, notre cerveau, en fait, on se déplace pas dans l'espace, là. T'es assis... Fait que si la caméra se met à bouger, t'es comme, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a comme plein de choses qui font que tu ressors de l'expérience. Et la pornographie veut quand même elle veut quand même que, non pas que tu sois passif, elle veut que tu sois actif au niveau des sensations corporelles que tu ressens en la regardant, mais elle veut que tu sois quand même dans une position qui te permet de te rentrer dans cet espace-là passif. Et ça, c'est le propre du cinéma, qui est un rapport à l'image, qui est très, très... tu t'assois dans une salle, tu te fais porter par des émotions... puis c'est ça. Puis on ne parle même pas de pornographie. Et je pense que c'est qu'est-ce qui est aussi quelque chose qui va rester et c'est ça qui va passer à travers. Ça va pas stagner, mais on a une formule gagnante. T'as-tu déjà essayé du VR porn? Ben oui, j'ai essayé aussi la réalité augmentée. Ça, j'ai pogné un buzz, par exemple. C'est quoi la différence? On dirait c'est parce qu'en fait, c'est comme je verrais l'environnement ici, là, et tout à coup, je vois l'actrice qui vient sur moi, holographique. J'ai essayé, C'est buzzant, là, parce que en fait, je vous verrai en même temps. Fait que même si je trouve ça bien le fun d'avoir, puis ça m'excite un petit peu, là, je vous ai vous autres avec la caméra. Je sais qu'à la maison, vous me regardez. Oui, c'est ça. Là, la caméra baisse assez loin pour qu'on voit l'effet aussi. Là. Il y a ça fait un peu... c'est très, très buzzant. Ça, je trouve qu'il y a quelque chose de
de très le fun aussi, mais je pense pas que ça va se démocratiser comme on faut que je le fasse. l'imagine. En tout cas, juste tourner un VR porn, là, puis l'essayer, là, c'est un des plus beaux événements de ma vie. De me voir moi-même, là. Oui. Pour la première fois de ma vie, je couchais avec moi-même, là. C'est impossible à décrire. Tu te voyais en 3D? Oui, je me voyais en Ce que 3D. tu peux pas voir sur comme, une image. Puis je l'ai fait essayer à plein de monde, le casque. Il y en a pas un qui a pas fait. T'as l'impression que tu peux toucher. Oui. Ils ont le réflexe de faire ça, puis là, ils sont déçus parce que tu peux pas le toucher, justement. Mais là, le tu sais. tourner, ça devait être particulier. Ouais. C'est pas du tout comme... Le tourner, non, c'est un peu la même affaire. C'est Ouais. juste que c'est une caméra 3D. Tu sais, c'est juste, c'est plus. Moi, j'aime pas tant ça, être la seule active dans la. Puis sa job à lui, c'était bande, assis-toi, puis bande. Tu sais, tu peux pas bouger de là. Casse-toi le cou pour que la caméra soit à la place de ta tête. Assis-toi là, puis bande. Tu sais, c'est you have one job to do, là, tu sais. Puis moi, j'avais mal aux cuisses à la fin, là, tu sais, mais le vidéo est tellement bon, là, j'en reviens. Je regardais, j'étais comme, good job, Sonia, là. Tu sais, j'ai couché avec moi-même. Ça, c'est le plus proche que je vais jamais être de coucher avec moi-même parce que j'ai pas de jumelles. Ah, c'est bizarre ce que je viens de dire. Ben, t'as-tu comme mis les mains quand tu regardais aussi? Oui, tout le long. Ben, je me suis filmé. J'ai un vidéo sur Instagram qui est piné en haut. Tu vas voir, là, c'est moi qui l'écoute pour la première fois. Là. Mes réactions naturelles de quand ça arrive, là, ça m'a pris un bout avant de m'en remettre de cette vidéo-là. Sincèrement, là, c'est fou. Ben Mais là, j'étais c'est clair comme, que c'est toute une pour ça que le expérience. monde paye. Là, Mais je pense, mais tu sais, honnêtement, c'est quand même difficile quand tu te mets dans une position de voyeur que tu regardes, puis là, tu peux pas, justement. C'est Puis là, ça. comme ça réagit pas, tu sais, à Ouais. l'écran. Puis la réalité, mettons, virtuelle n'est pas rendue au niveau d'un photoréalisme. Ouais. Qu'on pourrait avoir cette réaction-là, que tu bouges ta main, d'un coup, il se passe de quoi? On n'est pas là pantoute encore. Ouais. Puis même là, tu sais, moi, honnêtement, oui, c'est impressionnant. Tu as raison. Là, Ouais. tu fais comme, qu'est-ce que je t'en train de C'est le regarder? fun, la Mais barrière qu'on s'est C'est présente. ça. Mais je pense que c'est pas ça. manque qui est le c'est futur. un petit niveau d'immersion Ouais, là-dedans. ouais. Là. Tu sais, ouais. Effectivement. En conclusion, En conclusion, j'ai une question que je pose à toutes mes invités à la fin. Je me demandais, qu'est-ce qui te rend joyeux? 2 choses, en fait. OK? Ouais. La pointe puis l'horreur, non? Non, ben un Tes peu, deux oui. chats. T'as deux Tes chats. deux Ben chats. voilà, j'allais Ah, le il a fait dire. ses Non, recherches. c'est vrai? Arrête, c'est-tu ça? C'est vrai? Tes Oui, j'allais chats? dire mes 2 chats. Oh! Mais c'est plus que 2. Là. Ça, c'était une chose, mais mes 2 ok, chats, ok. oui. Mes 2 petits chats, oui. J'étais un petit peu Oh. fatiguant ces réseaux sociaux. Là. Non, mais c'est C'est comme un rare. cat lady, C'est mais rare, un hommage. oui, oui. Ouais. Moi, je capote bien raide. Là. Tu sais, c'est une des plus belles choses dans ma vie. De longue cat lady. Puis quand je suis sur un plateau de tournage, honnêtement, là, ça, c'est vraiment le moment que je Mais suis oui, le plus- ouais. on Comme dit réel, que je suis comme vraiment juste comme tchou. Je suis pas là, je suis vraiment comme dans le meilleur moment de ma t'es vie. surnommé Je le crée. Happy Feet. Oui, oui, oui. Ah, vous avez vu ça comme me surnomme ma fille, c'est vrai. Parce qu'en fait, sur les plateaux, je suis tout le temps pieds nus, puis je danse, puis je chante. Malgré Entre les le- prises. Malgré la lourdeur, malgré que ce soit. c'est- Quand on a tourné The Thing from the C'est Lake, là. mon film pornographique, on a fait venir. C'était des comédiennes qui venaient des États-Unis, des comédiens qui venaient des États-Unis, puis ils étaient juste comme, qu'est-ce qui se passe ici? Parce que moi, je suis tout le temps comme, je suis tout le temps trop content, trop heureux d'être content. Tu sais, c'est un peu comme simplet, mais de la bonne façon. Un là, enfant ça. d'un magasin de bonbons. Oui, ben genre. c'est vraiment ça, parce que moi, je suis comme, Oh. on va faire ça, on va faire. Là, non, je suis très bien raide. J'adore Puis là, ta j'aime ça passion. chanter. Puis que là, la minute, quelqu'un dit, mettons, un mot, puis là, je suis comme, telle tune. Puis là, je me mets à chanter, puis j'ai de l'air un peu débile. Parce que t'es Mais, dans t'as ton band aussi. Oui, j'ai mon Oui. band aussi. Oui. Ben, moi, la musique, c'est une de mes grands, Est-ce que tu performes pieds nus? Oui! Ouais, en fait, je mets mes talons hauts à un moment donné dans les Ah oui, dans c'est ça. certains oui. moments. Là. Fait que oui, on faut queerifier ça un petit peu, là, ces affaires-là. Tu sais, faut Oui. avoir du fun dans la vie, puis je pense que oui, effectivement, de créer Ouais. dans n'importe quel contexte, ça, je trouve que c'est une des plus belles choses au monde. En parlant de ta musique, est-ce que tu veux plugger quelque chose? Ton band? Ben non, mais allez voir mes films, cherchez-moi ouais. sur Internet, vous allez me trouver facilement. Vous avez Ouais. trouvé que je pouvais être Happy Feet. Fait que là, je pense qu'il y a des choses que j'ai plus rien à cacher. Il est Vous pouvez me facile trouver à trouver facilement. en ligne, ouais. J'avais Fait toutes qu'allez les- voir mon site, l'Éric Falardeau, questions. puis vous Ouais. allez tout trouver. Hey, merci énormément d'être Merci venu à à Fille de vous. Joie, Eric. J'étais très, très content. Merci. Fait que C'est si à un vraiment moment donné, fun. on veut t'inviter pour une spécialisation dans un sujet, je suis sûre que t'es N'importe quoi. tellement bon là-dedans. Parce que j'ai Merci. pas raconté que j'ai déjà joué moi aussi dans un film. Fait que là, ça, c'est une histoire. Arrête, là! Là, tout le monde attend après nous autres, on pourra pas le dire. T'es obligé de me Mais je te réinviter? je te ramène sans faute. Merci d'être venu à Fille de Merci Joie. beaucoup. Merci d'avoir écouté Show. Ce show est une présentation de Eros et compagnie. Code promo Fille de Joie 15, fille avec un S, et restez joyeux.